Beaucoup de gens pensent qu'investir dans les startups, c'est investir sur une idée, une équipe et un PowerPoint. Le problème, c'est que entre l'idée et ce qu'on appelle communément le product market fit, c'est-à-dire que la boîte elle rencontre son marché, qu'elle ait de la croissance, il y a 1 million de choses qui peuvent mal se passer. Et tu connais cette statistique, on dit 9 startups sur 10 échouent. Et bien en fait, 9 startups sur 10 échouent entre le moment de l'idée et le moment de la traction. Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Mon Patrimoine. Je suis hyper content parce que j'ai la chance d'avoir comme guest aujourd'hui Gabriel Jarosson pour parler de finances personnelles en général. Gabriel, il a une expérience assez protéiforme sur le sujet, étant donné qu'il investit sur divers segments en même temps. On va parler de tout ça pendant cet épisode. Mais dans un premier temps, je te propose, Gabriel, si tu le veux bien, de te présenter succinctement. Avec plaisir. Écoute, salut Guy et merci de me recevoir. Je suis très très heureux d'être avec toi pour échanger. Donc je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais me présenter déjà professionnellement. Hein. Je me résume pas à mon métier, mais professionnellement, je suis le fondateur du club Léonis Investissement, qui est un club qui permet à des particuliers d'investir à partir de 2 500 € dans des startups de la Silicon Valley à très fort potentiel. Donc c'est de l'investissement dans les startups, encore une fois, de la Silicon Valley que moi je vais trouver déniché et accessible à tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire à partir de 2 500 €, pas à partir de 100 000 €. Donc j'ai créé ça il y a 5 ans. On a investi plus de 28 millions de dollars en tout. Ces 28 millions de dollars, donc je dis on, c'est avec les membres du club qui sont à peu près 400 aujourd'hui. Ces 28 millions de dollars valent aujourd'hui 81 millions. Voilà, principalement ce que je fais de mon temps et de ma vie. Et puis effectivement, j'investis dans plein de choses, mais les startups, c'est le cœur de ce que je fais, de ce qui me passionne. Voilà. Yes. Ça c'est intéressant parce que lorsqu'on creuse un peu sur ton portfolio, il y a plein de pépites qui on se dit comment est-ce qu'un Frenchie se retrouve avec dans son portefeuille des boîtes qui sont généralement dans la baie de San Francisco, des boîtes dites inaccessibles pour un certain calibre de personnes. Donc je vais citer, je crois il y a je crois j'ai dû voir du Revolut si je me trompe pas. Ou je confonds. Non, c'était une boîte de crypto. Kraken, c'est ça. Il y a Kraken. Il y a Kraken, Chime, Notion aussi. Notion qui est un outil que j'utilise beaucoup avec mes équipes. Et j'aimerais, avant de rentrer, avant qu'on ouvre le capot, que tu nous dises un petit peu comment est-ce que tu réussis à justement dénicher ce type d'opportunité en étant sans jugement de valeur anonyme. Bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire. Absolument. C'est vrai que je suis parti vraiment de rien. J'étais tout seul dans ma chambre, et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai accès à des opportunités comme ça qui sont assez exceptionnelles. C'est rare. Enfin, la plupart des gens n'ont pas accès à ces opportunités-là. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait par étapes. Alors, tu sais, on dit toujours les gens qui ont un overnight success, en fait, si tu regardes bien, ça fait 10 ans qu'ils étaient en train de travailler dans l'ombre. J'ai un exemple, tu vois, c'est Rami Malek, un acteur que tout le monde a découvert quand il a joué le rôle de le film sur Queen, le rôle du chanteur de Queen dont le nom m'échappe. C'est terrible, je vais me faire huer par la foule, mais tu vois ce célèbre Freddie Mercury, voilà, le moustachu. Freddie Mercury. Tu sais, en live, t'as le nom qui t'échappe. Donc il joue le rôle de Freddie Mercury, et tout le monde a dit voilà, qui est Rami Malek, cette star, du jour au lendemain il devient une star mondiale parce qu'il joue Freddie Mercury, etc. Et en fait, si tu regardes, ça fait des années qu'il jouait le rôle principal d'une série qui s'appelle Mr. Robot, qui est pas très connue, mais qui est quand même un petit peu connue, et surtout qu'il avait démontré dans ce rôle des capacités de jeu d'acteur exceptionnelles. Il se trouve que moi je connaissais cette série, et donc quand j'ai vu tous ces articles star du jour au lendemain, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit voilà, on dit toujours star du jour au lendemain, voilà. Alors je suis pas du tout une star, mais par contre on peut dire tiens, du jour au lendemain il investit dans des super boîtes, comment il fait ? Non, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été préparé pendant des années et des années. Donc très concrètement, je te donne un petit peu le parcours. Je commence à investir tout seul en France, et puis je me rendais compte que j'avais pas suffisamment de moyens. C'est ça mon histoire, c'est que j'allais voir les startups et je leur disais je voudrais investir chez vous, et les startups me disaient ok, le minimum c'est 50 000, 100 000. Si tu vas trouver une startup, effectivement elle va généralement te dire ça. J'avais pas 50 000, 100 000, et donc j'étais
condamné à investir uniquement, par exemple, sur les plateformes en ligne, où là, tu as des minimums plus faibles. Mais je me suis rendu compte que c'était pas les meilleures boîtes. Les meilleures boîtes, elles n'allaient pas sur les plateformes. Même en France, je voyais. Là, on parle de quel type de plateforme? Tu as des... Oui, les plateformes d'investissement dans les startups, ce qu'on appelle le crowd equity, hein. Donc le crowdfunding, c'est pour soutenir Mhm. des projets, et le crowd equity, c'est pour investir dans des startups. Et ça existe, hein, ces plateformes, elles existent encore. En France, on peut citer par exemple SoWeFund, qui est Mhm. la plus active, où effectivement, aujourd'hui, tu peux aller investir dans des jeunes startups françaises qui se montent à partir de 100 euros, hein, si je dis pas de bêtises. Et ben, tu peux avoir des actions de la boîte. Donc ça, c'est super. Moi, c'était mon rêve. Mais donc, je me suis rendu compte que les grandes boîtes, les Doctolib, les Blablacar, etc., les meilleures boîtes françaises, les Alan, les Payfit, etc., ils n'allaient pas sur ces Mhm. plateformes. Ils allaient lever directement en direct, en privé, chez des fonds d'investissement. Et donc, comme je te le disais, j'ai essayé d'aller les voir, d'aller les contacter, de leur dire, bah, moi aussi, je vais investir chez vous. Et c'est là où ils m'ont dit, bah non, il faut... parfois, ils m'ont dit non directement, parfois, ils m'ont dit oui, mais il faut 100 000 euros. J'avais pas 100 000 euros. Bon. Donc, j'étais coincé. C'est à ce moment-là, en 2017, donc moi j'ai commencé à investir en 2013, entre 2013 et 2017, et ben, la plupart du temps, je me faisais claquer la porte au nez. De temps en temps, j'arrivais à investir des petites sommes. Donc, quand je te dis petites sommes, c'est 1 000 euros, 2 000 euros, parfois 5 000 euros. Quand j'arrivais à réunir 5 000 euros, mais c'était des sommes énormes pour moi. Tout seul ou c'est genre en groupe avec plusieurs personnes? Parce Non, que tout j'imagine seul. que À ce moment-là, tout les seul. boîtes de ce calibre-là, tes 1000 balles, ça vaut pas grand-chose. Et c'est ça le problème. C'est pour ça. C'est qu'effectivement, elles me disent OK pour 100 000. Moi, je leur dis, mais moi, je voudrais mettre 2 000. Mais ils me riaient au nez. Ils me disaient, mais attends, 2 000 euros, on s'en fiche finalement. Et tu te mets à leur place, tu les comprends. Les boîtes, elles font des levées de fonds de 1, 2, 3 millions. Tu leur dis, mais moi, je vous amène 2 000. Ah bah super, il reste 1 998 000. Tu vois, ça n'a pas d'intérêt en fait pour eux. Donc, j'avais beaucoup de mal. Et en 2017, j'ai eu cette idée, à force que je parle un petit peu de ça autour de moi, voilà, j'investis, des gens me disaient, ben, moi aussi j'aimerais bien investir avec toi, comment tu fais? Un peu comme tu viens de me poser comme question, ben, comment tu fais pour avoir accès à ces boîtes, etc. Et en 2017, j'ai donc la révélation, je me suis dit, bah, on va se réunir tous ensemble, on va créer un club. Donc en 2017, je crée Léonis Investissement pour investir dans des boîtes françaises, on n'est pas encore dans la Silicon Valley, en disant, eh ben, si moi j'ai 2 000 euros, mon pote il a 2 000 euros, lui il a 2 000 euros, son pote à lui il a 2 000 euros, on se met tous ensemble. Et donc, tu vois, la première opération que j'ai tenté de faire, on n'a pas réussi à la faire. On était 7, on mettait 5 000 euros chacun. Et ben, ça faisait 7 fois 5, 35 000 euros. Et donc, tout de suite, c'est un peu plus intéressant pour la startup que je lui dis j'amène 2 000 euros, je dis je t'amène 35 000. Finalement, on n'a pas réussi à le faire. Il y a plein de. Voilà, c'est assez complexe. Mais c'est Mhm. finalement comme ça que j'ai eu l'idée. Et c'est comme ça qu'est né Léonis Investissement. Et puis, j'ai ensuite donc fait grossir Léonis Investissement en France pour que le montant investi augmente avec de plus en plus de membres. Et on s'est retrouvé à investir 50 000 par startup, 100 000 par startup, 150 000 par startup. Quand on était à peu près à 150 000 par startup, j'ai eu une sorte de nouvelle révélation, comme je m'intéresse beaucoup à la culture américaine, aux startups et ce qui se passe dans la Silicon Valley. Tout d'un coup, je me suis dit, bah, les meilleures boîtes au monde, finalement, elles ne sont pas en France. Les meilleures boîtes au monde, elles sont aux États-Unis. Tout le monde le sait. Et je me suis dit, bah, moi, je suis français, je connais les boîtes françaises, je ne connais pas les boîtes américaines. Comment je fais? Eh ben, j'ai décidé de prendre mon petit sac à dos, d'aller à San Francisco, de rencontrer des startups, des boîtes, et de leur dire, bah voilà, nous, on est un club de Français, on peut investir des tickets de 150 000 euros dans les boîtes. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que j'ai pas débarqué dans la Silicon Valley tout de suite. Tu me demandes la question comment j'ai fait. J'ai commencé par avoir quelque chose qui fonctionnait en France, d'exploitable, et ensuite, quand j'étais dans la Silicon Valley, j'avais une certaine crédibilité parce que je disais pas, voilà, j'ai un rêve, j'ai une idée. Je disais, là, en ce moment, on est en train d'investir des tickets de 150 000, on peut en investir des tickets de 150 000 chez vous. Et donc, au début, j'ai commencé avec des toutes petites boîtes que personne connaît, mais de la Silicon Valley. Et puis, petit à petit, je me suis fait mon trou, comme on dit, je me suis fait mon réseau. J'ai rencontré les bonnes personnes. Il y a une part de hasard, il y a une part de chance, il y a une part de travail acharné. Et j'ai pu effectivement accéder de plus en plus à des deals de plus en plus intéressants, de plus en plus euh, avec de renommée, si tu veux, jusqu'à en arriver aux deals que tu as cités, qui sont effectivement des deals maintenant connus mondialement, auxquels effectivement je peux avoir accès et que je peux proposer aux membres du club Léonis Investissement. Yes. C'est intéressant tout ça et aussi, bah, qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que là, tu dis, tu as pris ton sac, t'es allé à San Francisco, c'est pas, t'avais quand même une vie, t'avais des, est-ce que tu bossais, est-ce qu'on peut revenir derrière déjà sur ton parcours? Ce serait intéressant de voir un petit peu la transition. Ouais, bien sûr. T'as quoi comme pédigré? T'as fait des grandes écoles?
Alors, j'ai fait donc une école d'ingénieur. Je suis ingénieur de formation, pas une grande école, une école d'ingénieur lambda, on va dire. Mhm. J'aimais pas du tout l'école d'ingénieur pendant les études. J'aimais pas ça, ça me plaisait pas. Et donc, moi, ma passion, c'était l'entrepreneuriat. Je voulais monter des boîtes. D'ailleurs, quand j'étais lycéen, tout le monde me disait: ah bah toi, tu veux être entrepreneur, tu devrais faire une école de commerce au lieu de faire une école d'ingénieur. Et comme j'étais en S, j'ai quand même finalement décidé de faire une école d'ingénieur. J'ai suivi un conseil que plusieurs personnes m'ont donné et qui, je pense, a été très bon, qui m'ont dit finalement, si tu fais une école d'ingénieur, tu pourras toujours monter ta boîte après et refaire du commerce. Mais si tu fais une école de commerce, tu pourras pas faire de l'ingénieur après. Donc je me suis dit, bah, je fais ingénieur, ça me ferme aucune porte. J'ai pas du tout aimé ça, comme je le disais. Et donc, dès mes études, j'ai commencé à monter des boîtes alors que j'étais encore étudiant. Donc, ma toute première boîte, mon tout premier client, c'était ma propre école. J'ai vu qu'il y avait un besoin, il y avait quelque chose sur l'école et j'ai dit, bah, moi, je peux le faire, je vais être payé. Ils m'ont dit OK. Et donc, j'ai commencé à vendre 300 € par mois à ma propre école, alors que, tu vois, moi, je leur avais payé mes frais C'était de quoi comme scolarité. activité? Alors, c'était la gestion des réseaux sociaux. En fait, j'étais étudiant entre Ah, du 2000, community management. voilà, community management entre 2009 et 2013. Et ben, si tu veux, enfin de 2008 et 2013 d'ailleurs, parce que j'ai fait 5 ans d'études, Mhm. que j'ai fait en 6 ans d'ailleurs, parce que j'ai redoublé. Enfin bref, j'étais pas un très bon élève, comme tu le comprends. Et donc, je voyais qu'ils avaient un besoin sur la gestion des réseaux sociaux. Et moi, à l'époque, j'adorais ça. J'étais à fond sur Twitter, etc. Je leur ai dit, mais moi, je peux le faire. Je sais faire. Je suis un expert. Je suis un natif des réseaux sociaux. Confiez-moi ça. Et donc, voilà, ils m'ont dit, OK, bah, on te paye 300 € par mois. Je me suis dit, ouais, mais c'est génial, 300 € par mois pour faire ça. Pour envoyer un ou deux tweets par jour, c'était peinard. Et donc, ben, Ouais. j'ai C'est reproduit le mieux que modèle. d'aller bosser chez McDo quand même. Exactement, exactement. Surtout, j'ai reproduit le modèle. J'ai été voir d'autres boîtes et je leur dis, bah voilà, pour 300 € par mois, je m'occupe de vos réseaux sociaux. Et donc, à la fin, Ah je me suis ouais. retrouvé, pendant que j'étais étudiant, j'avais 10 sociétés en même temps, donc je gagnais 3 000 € par mois pour Ah m'occuper des ouais. réseaux sociaux. Attends, on parle de quelle année là, à peu près? Bah, 2010, 2011, tu vois, pendant que j'étais étudiant. C'est ouf ça. Ouais, et surtout, j'ai pris un stagiaire que je payais 500 € par mois. Et je lui ai dit, tu t'occupes de tout faire. Et donc, lui, il faisait toute la journée. Moi, je vérifiais le boulot. Et donc, j'empochais la différence, 3 000 moins 500 que je le payais. J'empochais 2 500 € par mois. Et j'allais en cours. Et j'étais étudiant, si tu veux. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, l'entrepreneuriat pendant l'école. Ensuite, pendant que j'étais étudiant, j'ai créé un deuxième business de vente de vin en ligne, donc pour Mhm. vendre des bouteilles de vin directement sur Internet. Et quand j'ai fini l'école, plutôt que d'aller travailler, prendre un job, bah, j'ai directement bossé dans ma boîte, dans mon business. Donc dans ce business de vin, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et au bout de 4 ans, j'ai vendu la boîte. Donc j'ai fait une sortie, Ah. pas une sortie mirobolante, tu vois, en millions, hein, mais voilà, quand même une sortie. Mais Et la boîte, quand même, c'est quelque chose que t'as poussé quand même. Ça, 4 ans, t'avais à peu près combien de collaborateurs? T'étais tout seul? alors, non, j'étais tout seul. La boîte, je l'ai montée à un peu, je sais plus si c'est 120 ou 140 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, pas des Ah. millions, mais voilà, ça tournait quand même. Et sur les 400 sites français de vente de vin, on était dans le top 15. On était je crois qu'on était Ah 14e en ouais. termes de volume. Il y a 400 sites français en France, hein, t'imagines, c'est le pays du vin, donc il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Donc voilà, donc c'était un vrai petit business qui tournait. Moi, en fait, j'aimais pas trop ça pour diverses raisons. C'était un business assez difficile, ça me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai fait la démarche de m'en séparer. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai fait ça pendant 4 ans. J'ai appris énormément, énormément de choses. Suite à ça, j'ai fermé ça. J'ai monté un deuxième business. Enfin, j'ai vendu ça, pardon, et j'ai monté un deuxième business. J'ai arrêté et j'ai monté un deuxième Mhm. business qui existe encore aujourd'hui, mais donc sur lequel je me suis concentré à plein temps pendant 2 ans, hein, de 2016 à 2018. En 2017, je crée Léonis Investissement, et puis en 2018, Léonis Investissement avait pris avait grossi, et Plus donc je décide de me concentrer à plein ouais. temps sur Léonis Investissement depuis 2018. Donc ça fait 4 ans que je suis à plein Du temps. coup, t'as quelqu'un qui pilote l'autre business parce que t'as dit que c'est toujours ouvert. Ou là, où tu l'as revendu. Non, non, c'est toujours, il existe toujours. J'ai personne qui pilote. J'ai réussi à l'automatiser. Donc voilà, c'est un business qui tourne, C'est quoi? C'est voilà. de l'affiliation ou quoi? Non, c'est un business donc de contenu, de formation en B2B sur le management. Et donc, en fait, les contenus, ils existent toujours et ils sont vendus notamment à travers des revendeurs, des gens qui sont, eux, effectivement affiliés, des marketplaces, etc. Et donc, Mhm. nous, on est simplement le créateur du contenu, l'éditeur. Et voilà, donc quand le contenu est vendu, on touche des royalties là-dessus. Donc, c'est un business qui tourne tout seul, ce qu'on appelle un business automatisé. Ce que Tim Ferriss, dans son célèbre livre La semaine de 4 heures, appelle une muse. Un business où tu ne travailles pas et qui te rapporte de l'argent.
Ouais, mais il y a quand même du boulot au départ, quoi. C'est pas un truc qui tourne comme ça tout seul. S'il C'est faut vrai. compter le temps que tu mets pour implémenter et laisser tourner le truc, mais Il y a eu du clairement, boulot au ça, départ, ça hein, existe, quoi. Ouais. voilà, il y a eu du boulot au départ, quasiment 2 ans à temps plein, mais aujourd'hui, tu vois, je travaille, 1 heure par an sur ce business et ça me rapporte de l'argent. Bah, c'est intéressant, ça. Et j'imagine, c'est quelque chose sur lequel tu communiques, ou du moins sur la méthodologie, pas forcément sur le business, parce que clairement, ça peut. Euh, il y a des gens qui, à mon avis, qui paieraient pour justement apprendre à automatiser leur propre activité. On en voit plein sur YouTube qui en parlent et Ouais, tout. ouais, ouais. Alors, je communique assez peu et tu viens d'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi, je pense que je le fais probablement mieux que la plupart des youtubeurs qui te racontent des choses, mais c'est mon avis personnel. Je pense que voilà. Mais en fait, si tu veux, je sais faire plein de choses. Je parle pas de tout ce que je sais faire. Comme toi, tu sais peut-être très bien cuisiner le pot-au-feu, mais t'es pas en disant le podcast, c'est super. Et par ailleurs, je vous apprends à faire du pot-au-feu, tu vois. Euh, Ouais. je parle du Club Léonis Investissement pour deux raisons. C'est mon activité principale, enfin, c'est ma Mhm. seule activité d'ailleurs, et c'est ce que j'aime faire dans la vie, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de développer, etc. Et puis, c'est assez unique. Je suis le seul en fait à faire ça et à savoir faire ça, à proposer des investissements dans la Silicon Valley à des particuliers, alors qu'effectivement, monter des business, je vais me mettre en concurrence directe avec des tas de youtubeurs. Encore une fois, je pense que pour beaucoup, je suis meilleur qu'eux. Peut-être c'est prétentieux, je le crois, sincèrement. Mais il n'empêche que quand tu es seul sur un marché, tu connais, hein, océan bleu, océan rouge, je préfère aller Clairement. sur Léonis. J'ai pas de concurrence, c'est plus simple. Et encore une fois, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de faire du coaching pour monter des business. J'ai envie de développer ce club qui permet d'investir dans les startups de la Silicon Valley. Voilà. Yes. Même si je trouve que c'est quand même intéressant en ce sens que je suis sûr que dans ton audience, il y a plein de personnes qui arrivent, qui étaient comme toi à l'époque, qui n'ont pas forcément 2000 balles à mettre sur la table. Ce serait quand même intéressant d'amorcer avec cette typologie de business pour aller chercher ses premiers euros. Bien sûr, Euh, alors ça et, m'arrive, euh, hein, pardon, je te coupe, mais ça m'arrive d'accompagner des gens, mais, ah, mais, mais je communique pas dessus. Tu me demandais est-ce que je communique hum, dessus. Je communique assez peu, yes. voilà, tu vois, c'est pas un secret, on en parle, il n'y a pas de problème. Donc ça Mhm, m'arrive d'accompagner quelques personnes, mais c'est à la marge pour deux raisons. La première, c'est que je communique pas dessus, donc voilà. Et la deuxième, c'est que comme c'est de l'accompagnement et que je vends mon temps, c'est cher, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je suis assez occupé avec mon activité. Donc je vends ça forcément. cher. Or, c'est des gens qui n'ont pas forcément de moyens puisqu'ils démarrent, donc on n'arrive pas toujours à se retrouver à un point, à un prix qui correspond à tout le monde. Voilà. Yes. Donc là, tu fais la transition avec Leonis Investissement, pardon. Là, On c'est peut pas en dire anglais, non? Léonis C'est en Investment, français. hein, ça marche aussi, t'inquiète pas. Voilà. Mais oui, je l'ai appelé Léonis Investissement en bon français de France, ouais, absolument. Yes. Et tu te rappelles de tes premiers tickets dans quoi est-ce que Léonie, ça c'est lorsque tu as commencé à investir en groupe. Mais tout seul, c'est quoi? C'est 2017 ou 2018 déjà? 2013, mes premiers tickets à titre perso. Ouais. Ouais, je m'en souviens très bien. Je sors de mon école et en fait, il y avait un club de business angel des anciens élèves de l'école. Un an plus tôt, j'avais essayé de le rejoindre parce que déjà ça m'intéressait. Il m'avait dit bah non, désolé, il faut être diplômé. Donc 2013, j'ai mon diplôme. Premier truc que je fais, je vais les voir, je dis ça y est, je suis diplômé, je veux rentrer. Donc je C'est rentre. quoi cette règle bidon? Il faut être diplômé à quoi? Je peux pas te dire, c'était le club des business angels des anciens élèves, donc fallait être un ancien élève, fallait être diplômé. Bon, Ok. je rentre. Évidemment, la moyenne d'âge, c'était 65 ans. Hein. C'était que les retraités qui avaient fait carrière et qui avaient un Ah peu d'argent ouais. pour investir. Donc tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il vient faire là, le petit jeune Bon, surtout que j'avais pas spécialement d'argent. D'autant plus que quand tu sors d'école d'ingénieur, tu peux aller trouver un job bien payé. Mais moi, j'enchaîne sur mon business de vin. Et donc, Mhm. je gagnais pas beaucoup d'argent. Enfin, je gagnais même pas d'argent du tout. Donc, je vais dans ce club. Et puis, je vois passer des boîtes et c'est là où je fais mon premier investissement. Donc, c'est une histoire assez marrante. Je la raconte dans mon livre. La boîte passe. Et en fait, cette boîte, c'est Artspur. Elle existe toujours. C'est une place de marché d'art contemporain. Ils viennent pitcher. Et moi, je faisais ma place de marché de vin. Et donc, finalement, je vois beaucoup de ressemblances entre place de marché, place de marché. Moi, je vends du vin. Eux, ils vendent de l'art. Et je vois qu'ils sont beaucoup plus avancés que moi. Moi, je voyais tous les jours dans mon business toutes les galères que j'avais, les problèmes. Et je vois que eux, ils avaient Mhm. résolu énormément de problèmes que moi j'avais et pas encore résolus. Et eux, ils étaient super smart. Ils étaient beaucoup beaucoup plus avancés. Et donc je me dis, ok, c'est génial. Ils sont en train de réussir. Voilà. Et en plus, je me dis, si j'investis, je vais pouvoir apprendre des trucs que je vais pouvoir réutiliser dans mon business. Et donc, la scène est assez mythique. Ils viennent pitcher.
Et puis après, donc ça dure 15 minutes, il y a des questions-réponses, ils sortent de la salle, et puis les membres disent est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse d'investir? Et si oui, eh ben, on va instruire le dossier. Donc on va refaire des rendez-vous pour approfondir, creuser, poser des questions, etc. Et là, il y avait, je sais pas, 30-40 personnes dans la salle, personne lève la main. Ça arrive souvent, c'est des dossiers qui intéressent personne, et dans ce cas-là, personne les recontacte, merci, au revoir, circulez, il n'y a rien à voir. Et donc là, il dit, bon, ok, ça intéresse personne, alors tant pis, le dossier est classé. Moi, je savais pas quoi faire, j'étais au fond de la salle, c'était genre ma 2e ou 3e séance, je venais d'arriver, et je dis, mais attends, mais moi j'ai envie d'investir, mais je regarde, personne ne dit rien, donc qu'est-ce qui se passe? Et là, je me souviens très bien de la scène, j'ai mon cœur qui s'accélère, qui bat à la chamade, je lève la main comme ça, tremblotant, et je dis, moi, ça m'intéresse. Alors là, t'imagines les regards, tout le monde se retourne vers moi, tout le monde me regarde en me disant, mais il est fou, c'est le petit Qu'est-ce jeune qu'il va là, aller foutre là-bas? qu'est-ce qu'il raconte? Et En ils plus, l'ont c'est dit. pas sexy. C'est pas comme si, bon, aujourd'hui, il y a plein de grosses boîtes dans ce segment-là, mais l'art contemporain, tu vois, en termes de accélération, aujourd'hui, c'est pas, en tout cas, à cette époque-là, j'imagine que les gens, ils sont pas calibrés à voir ça comme une opportunité business, quoi. Peut-être, à la fois, tu vois, moi je me disais, c'est un secteur un peu à l'ancienne, et justement une startup, ça va venir dépoussiérer tout ça. Alors effectivement, Artspur, après je vais te raconter la suite de l'histoire, ça s'est très bien passé parce que j'ai gagné de l'argent, mais c'est pas une boîte gigantesque qui est devenue une licorne, donc effectivement, mais moi je voyais quand même de l'intérêt. Et donc je lève la main, tout le monde, et ils me le disent, ils regardent, et ils se retournent vers moi et ils me disent, mais Gabriel, personne ici ne veut suivre le dossier. On est quand même tous expérimentés beaucoup plus que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu devrais pas investir, puisque nous-mêmes on veut pas investir. Finalement, mais bon, j'étais membre de l'association comme les autres, donc je dis moi ça m'intéresse, ok. Et tu les recontactes, tu suis. Je les recontacte et je finis par investir. Finalement, il y a un gars du club qui est après coup convaincu qui investit avec moi, et les autres qui disent non, nous on n'en veut pas, fais ton petit bout de chemin. Et donc l'histoire est assez drôle, puisque 2 ans plus tard, on a fait un exit sur Artspur, sur cette boîte, où en fait il y a un nouvel investisseur qui est rentré au capital, qui a proposé de nous racheter. Et donc, on a récupéré 3 fois notre capital de départ. Donc, dis souvent nettoyer la cap table, c'est ça? Exactement, nettoyer la cap table. Donc, il nous propose, moi j'avais investi 5 000 euros, et donc 2 ans plus tard, il me rend 15 000 euros. Donc voilà, je fais un exit. C'était mon premier investissement et mon premier exit. Donc tu vois, ça commençait bien pour moi. Ah ouais. Et évidemment, j'ai écrit un petit mail aux membres du club qui m'avaient dit mais non, il faut pas le faire, c'est une erreur, pour leur dire voilà, j'ai fait un exit. T'imagines un peu la satisfaction, la satisfaction en écrivant l'email. Et le seum de l'autre côté, quoi. Voilà. Bon, après, ça peut être un coup de chance, et puis c'est pas un exit, tu vois, énorme, c'est que x3, mais j'étais content de moi, et j'ai bien fait de l'avoir fait, parce que ça m'a donné confiance en mon analyse des startups, et c'est ça qui a commencé à écrire la légende de Gabriel Jarosson, qui fait des bons investissements. Ça a commencé, mon premier investissement était un exit, voilà. Ah, c'est trop stylé. Et du coup, t'as réussi à combiner le fait de mettre de l'argent et les accompagner, même si toi-même tu apprenais un petit peu de leurs erreurs pour pouvoir implémenter dans ta propre activité. T'étais proche d'eux, ou t'as mis un ticket et puis pendant 2 ans, t'étais loin? Non, tout à fait. En fait, déjà à l'époque, enfin depuis toujours à mon avis, et à l'époque et encore plus aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, on le sait, hein. Alors là, c'est en 2022 un peu plus calme, mais tu te rappelles, en 2020-2021, c'était l'euphorie. Tout le monde levait des fonds, des investisseurs, il y en avait partout. Et donc, les startups, elles cherchent pas que de l'argent, elles cherchent aussi un accompagnement. Et donc, ça m'a toujours donné finalement un assez gros avantage d'avoir été entrepreneur, d'être encore aujourd'hui entrepreneur, parce que Léonis Investissement, c'est aussi un business. Je suis aussi chef d'entreprise. Ouais. Et en fait, j'ai eu une expérience assez transverse, parce que là, je t'ai parlé, donc j'ai monté un business de social media quand j'étais à l'école, une marketplace de vente de vin, un site de e-learning B2B, aujourd'hui Léonis Investissement, donc ça fait 4 boîtes, mais j'ai monté d'autres projets à côté qui n'ont pas tous eu du succès, la plupart n'ont pas eu de succès du tout d'ailleurs, mais des projets sur lesquels j'ai quand même travaillé, sur lesquels j'ai quand même réfléchi, sur lesquels j'ai quand même fait des choses, et donc j'ai appris énormément de choses. J'ai appris en lançant ces projets, j'ai appris en échouant ces projets, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'avoir des critères d'investissement précis pour investir dans les startups, ça je t'en reparlerai après, mais ça m'a permis aussi de voir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et de l'avoir fait moi-même en tant qu'entrepreneur sur le terrain. Et donc, c'est toujours été un argument énorme pour les boîtes dans lesquelles j'investissais, en disant je vais vous apporter de l'argent, mais je vais aussi vous apporter mon expérience.
Et pourtant, j'ai commencé très jeune. Je suis encore jeune aujourd'hui. Donc, mais voilà, je sais pas, la citation, c'est aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Enfin, je sais plus. Voilà, tu retrouveras la citation exacte. Yes. Mais tout ça pour dire que, avec toute cette expérience, j'ai commencé très jeune. J'ai quand même si je suis encore jeune aujourd'hui, pas mal d'expérience là-dessus. Donc, je les ai accompagnés. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui a de la valeur pour eux. Et je vais même te dire, les entrepreneurs, ils m'ont souvent dit qu'ils s'en rendaient compte dès nos premiers échanges. Quand on est dans le premier échange et que c'est eux qui sont en train de me pitcher, les questions que je vais leur poser, quand ils vont, voilà, ouais, les questions que je vais poser sur le business, ils se rendent compte que je suis vraiment un entrepreneur et pas. Alors, c'est pas pour dénigrer. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des fonds d'investissement qui sont pas entrepreneurs. C'est normal. Ils ont fait des études de finance. Ils se retrouvent dans un job de finance. Ils sont au bon endroit. Il n'y a pas de problème. Ils ont toute la Mhm. légitimité à être là. Mais s'ils n'ont pas monté de boîte avant, souvent ça se ressent. Alors, ça se ressent la différence. Et tu t'en doutes, ça joue plutôt en mon avantage à moi face à un financier qui n'a pas monté de business. Donc, ils Souvent, ils comprennent sont que. même pas calibrés pour ce type d'investissement. C'est pour ça qu'ils vont intervenir peut-être en série A, parce que là, on est déjà sur des volumes macro et ça fait sens avec ce qu'ils ont étudié à l'école. Mais pour l'amorçage, généralement, des profils comme toi sont beaucoup plus adaptés parce que au-delà du ticket que tu apportes, il y a aussi l'expérience de terrain, il y a aussi peut-être le petit réseau. Et Bien sûr. bon, pour ça, c'est pas comparable, Qui quoi. est plus si petit aujourd'hui. Ouais, ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas monté de boîte qui font de l'investissement en amorçage quand même. Je ne veux pas dire qu'ils sont moins bons. Je pense qu'il y en a plein qui sont très bons et qui n'ont pas monté de boîte. Mais en tout cas, Mhm. du point de vue des entrepreneurs, eux, ils trouvaient ça bien. Ils se disaient, là, c'est un investisseur, mais c'est aussi un entrepreneur, il va nous aider. Donc, c'est un argument supplémentaire pour, euh, pour avoir une place. Donc ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore énormément aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je fais un fast forward, mais j'investis dans des deals ultra compétitifs issus du plus grand incubateur au monde dans la Silicon Valley qui s'appelle le Y Combinator. Y Combinator, c'est Mhm. le meilleur incubateur au monde où ont été incubés Stripe, Airbnb, Dropbox, Coinbase, Twitch, Reddit, etc., etc. Donc voilà. Et ces deals-là, ils sont hyper compétitifs puisque les investisseurs du monde entier et surtout tous les meilleurs investisseurs américains, ils veulent investir sur ces deals. Et on me pose souvent la question, comment tu fais, comme tout à l'heure, tu es un nobody, un no-name, un petit français, comment tu fais pour te positionner sur ces deals compétitifs? L'une des réponses, c'est ça. L'une des réponses, c'est je leur dis, attendez, moi je vous amène de l'argent, mais je vous amène des compétences précises, de par mes 10 années d'expérience d'entrepreneur sur lesquelles je vais pouvoir vous aider pour accélérer. Voilà. Yes. Euh, donc, on arrive en 2017, 2018, t'as dit, la création officielle de Léonis. 2017, la création officielle, et 2018, je passe à plein temps. Ouais. Parfait. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi? C'est un modèle de club d'investissement? Est-ce que c'est un fonds d'investissement? Est-ce que c'est un club deal? Comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Bien sûr, avec plaisir. Donc ça fonctionne. Enfin, c'est effectivement ce qu'on appelle couramment un club deal. Très concrètement, pour expliquer comment ça fonctionne, il y a un club dont il faut être membre. Donc tu rentres dans le club, tu dis voilà, j'adhère au club. Tu vas rentrer dans la communauté. Donc on a des espaces en ligne sur lesquels on est connecté, on échange, etc. Puis on fait des rencontres physiques à Paris, etc. Et Mhm. puis, environ 15 fois par an, alors c'est le rythme actuel, j'ai pas de rythme prédéfini, mais en ce moment c'est à peu près 15 fois par an, je propose un investissement. Alors comment ça marche? Moi j'analyse plus de 3000 dossiers de start-up par an et je le passe Ah au ouais. peigne fin. Voilà, je le passe au peigne fin de mes critères d'investissement. J'ai des critères d'investissement très précis, donc je pourrais te reparler si tu veux. C'est toi qui chasses Et ou là, c'est 3000 quand même? Tu peux pas me dire que tu chasses 3000 deals. Il y a forcément de non, il y l'art a les deux. Il y a de l'entrant et de la chasse, comme tu appelles ça, où je vais moi les chercher. Ouais, bien sûr, il y a les deux. Ah ouais, c'est impressionnant quand même. Et donc, je les passe au peigne fin de mes critères. Donc, Mhm. tu vois, sur 3000, j'en retiens à peu près 15. Donc, ça veut dire que j'en ai 2985, par exemple, qui vont à la poubelle. Donc, plus de 99% qui vont à la poubelle. Et quand je trouve une pépite, une perle rare, j'écris une note d'investissement. Donc, c'est un document de 2 pages où j'explique, voilà, pourquoi j'investis, pourquoi j'y crois, pourquoi ça m'intéresse. Donc, moi, je décide d'investir mon propre argent perso et j'envoie aux membres du club un email en disant voilà, moi j'investis là, dans cette boîte. Est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Et chaque membre du club est libre de dire ça m'intéresse et je veux investir tant. Ça m'intéresse pas, je veux pas investir. Avec ça, on récolte les intérêts. On dit voilà, il y a un tel qui veut investir tant, un tel qui veut investir tant, un tel qui veut investir tant. On fait la somme. Et ensuite, moi, mon métier, c'est de m'occuper de
créé une holding pour rassembler en fait tous ces Ah, investisseurs. ok. C'est pas Léonis qui investit. À chaque deal, il y a un véhicule bien Voilà, spécifique qui va aller se plugger sur le deal, quoi. exactement. On crée un véhicule, on rassemble tout l'argent des membres à l'intérieur, et une fois qu'on a groupé finalement tout cet argent dans la holding, eh ben, on l'investit dans la startup. Et ça, c'est Léonis qui s'en occupe, donc ça veut dire que pour les membres, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est tout est clé en main. Non seulement je fais la recherche de toutes ces boîtes et je leur propose seulement les 15 meilleurs par an, hein, donc ils n'ont pas à s'embêter à faire quoi que ce soit, ils reçoivent par email, et ensuite ils disent oui, non, ils font le virement, ils signent les documents, et c'est tout. Donc ça veut dire qu'un investissement, ça leur prend moins de 10 minutes chrono. Tout le reste, l'administratif, la holding, etc., c'est Léonis qui s'en charge. On mutualise tout ça pour tous les investisseurs. Donc eux, c'est un virement, une signature électronique, grosso modo. Et c'est tout. Donc c'est hyper simple, hyper facile pour eux, pour simplifier la vie au maximum. Yes. Donc, juste pour faire un petit peu la différence avec un fonds d'investissement, là, on n'a pas affaire à des LP qui signent comment ça s'appelle? Des LP, engagements. ouais, tout à Et fait. en fait, l'argent va partir au fur et à mesure. Dans le cas du club deal, l'argent, ils doivent faire le virement de suite alors qu'ils ont validé le fait Oui, de rentrer exactement. dans un deal, quoi. Exactement. Et donc la grosse différence, si tu veux, avec le fonds, c'est que le fonds, tu confies l'argent à quelqu'un. Alors, il y aura, enfin, je dis pas que je ferai jamais de fonds, hein, mais aujourd'hui ça fonctionne pas comme ça. Tu confies l'argent à quelqu'un et tu n'as pas le pouvoir de décider là où il, enfin, à chaque fois qu'il fait un deal, bah, si tu as donné au fonds, tu es obligé d'y aller, puisque le fonds il dit, bah, j'ai pris ton argent et on va dans ce deal là, donc tu donnes pas ton avis. Tu vas faire tous les deals que le fonds va faire. Alors que Mais le dans mon fonds, cas, tu donnes l'argent au fur et à mesure, non? Si par exemple, on dit, ben, oui, le fonds, il a levé, je sais pas, 100 millions, ben, le fonds n'a pas 100 millions dans son compte, quoi. Le tout fonds à fait. va Tu vas te donner au fur et récolter, à mesure, mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que le fonds, il te fait un appel de fonds et tu es obligé, tu peux pas dire ah non, ce deal-là, il m'intéresse pas, j'y vais pas. Tu as dit je donne au fonds, donc le fonds, c'est dès qu'il fait un appel de fonds, tu es obligé de donner l'argent. C'est pas toi qui que, décides. que tu as Alors envie que de rentrer dans le deal ou pas, quoi. exactement. Ok, Alors d'accord. que chez moi, j'envoie le deal et à chaque deal, tu as le choix de dire j'y vais pas et tu as le choix de changer le montant. C'est-à-dire que si le fonds, il a levé 100 millions et qui dit bah sur cet investissement-là, on met 50 millions, la moitié de la somme totale, et ben toi, tu es obligé de mettre la moitié de la somme que tu avais prévue pour le fonds dans ce deal-là. Alors que là, Mhm. dans le fonctionnement chez Léonis, tu peux dire ce deal-là, bah, j'y vais pas, et bah tu vas pas, il y a aucun problème, il y a aucune obligation. Et au contraire, tu peux dire bah celui-ci il me plaît plus. Donc au lieu de mettre 10% de ce que voilà, bah, je vais augmenter la somme. Donc à chaque fois, tu choisis le montant et tu choisis si tu y vas ou non. Donc, en fait, tu sais pas au finish combien est-ce que tu vas injecter à chaque fois comme cash, quoi. Exactement. Alors c'est plus compliqué pour moi parce qu'effectivement, je ne sais pas combien à chaque fois on va injecter. Par contre, c'est beaucoup plus souple pour les investisseurs parce qu'ils peuvent choisir à chaque deal, ils peuvent regarder et choisir combien ils y vont. Pour moi, c'est effectivement un peu plus compliqué parce que je dois gérer ça. Alors en fait, c'est pas si compliqué parce que j'ai l'habitude. Hein, on a fait 50 investissements ces 5 dernières années. Je sais comment ça fonctionne et j'ai une bonne vision du montant qu'on va être capable de lever à chaque fois. Mais effectivement, j'ai pas le chiffre forcément précis en avance puisque ça va dépendre du comportement de chacun des investisseurs. Et c'est quoi donc ta promesse? Puisque là, c'est compliqué. Quelqu'un qui vient vers toi pour qui te présente son projet et qui dit, ben, moi, j'ai besoin de 100 000, mais toi, tu sais pas d'avance si avec ton club, tu seras capable de mettre les 100 000 sur la table. Et peut-être ça peut être la condition sine qua non pour rentrer dans le deal. Ouais. Pas moins de 100 000. Alors Comment ça se effectivement, passe? C'est toi qui complète le reste ou je sais non, pas non, non. comment ça se passe. En fait, effectivement, en dessous de 100 000 en général, c'est difficile d'avoir accès au deal. Nous aujourd'hui, on est sur des tickets entre 500 et 700 000. Donc on n'a aucun problème à atteindre le 100 000 de minimum. Donc ça, c'est pas un problème. S'ils me disent c'est 100 000 minimum, je leur dis non, mais attendez les gars, on sera entre 500 et 700 000. Donc ça va dépendre après de l'allocation qu'ils nous donnent. S'ils nous donnent une allocation illimitée, eh ben, on monte au fur et à mesure. Je leur dis bah, là on est à 500, là on est à 600, là on est à 700, là on est à 800. Le plus gros ticket qu'on ait mis en une fois, c'est 1,7 million. Donc en une startup, elle m'a dit bah, tu peux lever autant que tu veux. On a levé 1,7 Ah million pour ouais. la startup. Voilà. En 10 jours, tu vois. En 10 jours, on a levé 1,7 million comme ça. Mais c'est le record, mais la moyenne, comme je te disais, c'est plutôt 600-700 000. Donc Mhm. voilà, soit la boîte me dit dès le départ, bah, on fait 500 max, et donc là, bah, à 500, on coupe. Soit elle me dit, bah, on fait 700, et puis à 700, on verra. Et donc à 700, je lui dis, bah, est-ce que tu veux qu'on aille à 800 ou pas? Voilà, on adapte. Mais grosso modo, on n'a jamais le problème de il faut atteindre 100 minimum, sinon on le fait pas, parce qu'on est toujours au-dessus de 100, puisqu'on est à 500, 600, 700, 800. Voilà. Yes. Et lorsque c'est plafonné comme ça,
Là, du coup, t'imposes des max forcément aux différents investisseurs du groupe, Tout ou à fait. alors c'est premier arrivé, premier servi, chacun investit la somme qu'il veut, quoi. Non, alors c'est ça, c'est premier arrivé, premier servi, mais quand j'impose des maximums à 500, 600, 700 000, en fait, il y a de la place pour quasiment tout le monde, hein, parce que voilà, ça reste des gros montants. Le montant minimum d'investissement dans le club Léonie, c'est 2500 euros. Donc tu vois, 2500 par 2500, avant d'atteindre 500 000, il y a la place pour que beaucoup de gens investissent. Et c'est ce qui se passe. À chaque Mhm. fois, on a des centaines et des centaines d'investisseurs qui se positionnent. Euh, donc effectivement, au bout d'un moment, il n'y a plus de place et on bloque, mais il y a très peu de gens qui se retrouvent entre guillemets à la porte parce que on n'a pas, parce qu'il y a plus de place. Ça arrive très rarement. C'est arrivé, mais ça arrive très rarement. Voilà. Yes. Ben, avant qu'on ne parle de ta thèse d'investissement et aussi des profils, puisqu'il faut que tu nous dises un petit peu qui peut rejoindre justement Léonis, euh, moi j'ai créé quand même à titre perso à peu près 5 6 boîtes et je sais ce que c'est en termes de gestion. Ça, c'est un casse-tête de ouf. Et là, d'après ce que je comprends avec ce que tu expliques, tu vas avoir une cinquantaine d'holdings que tu gères. Comment est-ce que tu fais pour te retrouver dans tout ce bordel là et je sais pas, il y a combien de personnes, t'as combien de personnes dans tes équipes, comment tu Alors, organises tout ça? ouais, ouais, effectivement, les holdings, c'est assez complexe et j'ai effectivement un très bon cabinet comptable qui s'occupe de ça pour moi. Mais il y a quand même un élément que je t'ai pas donné, c'est que nos holdings, elles sont créées maintenant. Quand on a commencé, on les créait en France, mais aujourd'hui, elles sont créées aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on investit déjà aux États-Unis, donc il n'y a pas de Hmm. problème de créer la C'est holding quoi, là-bas. c'est des LLC ou c'est Exactement, quelle c'est des typologie? LLC. Ok. Et donc, les avantages sont nombreux, mais l'avantage principal, c'est celui qui répond à ta question, c'est qu'il n'y a pas de gestion récurrente. En France, tu le sais, c'est ça dont tu me parles. Dès qu'on a une holding, on doit faire tous les ans un bilan. Donc, on doit avoir un expert comptable, on doit Bon, c'est avoir un en compte Allemagne, mais bancaire. j'imagine c'est à peu près les mêmes trucs en France. C'est Voilà. casse-pied, franchement. On te Ouais, ouais. casse les pieds tous les 3 mois. C'est C'est pire en important. France, à Quand mon je dis avis. casser les pieds, je veux dire, c'est parce que c'est des règles, on a besoin de ça, justement, pour nous protéger, pour protéger le Bien sûr. système, l'État et tout. Mais franchement, en termes de gestion, surtout pour des solopreneurs, des gens qui sont tout seuls, c'est vraiment, ça casse vraiment les pieds. Contrairement Ouais. aussi, justement, aux boîtes aux États-Unis. J'ai déjà créé aussi, j'ai déjà eu à créer 2 boîtes aux États-Unis. Donc, c'est clair que la gestion, elle est beaucoup plus facile là-bas. Et mais malgré ça, quand même, ça fait du volume, quoi. Une cinquantaine il y a un suivi à faire derrière. Donc, je sais pas comment est-ce que Ouais. est-ce que tu gères, est-ce que tu peux me dire, c'est combien de personnes, Léonis, en termes de ton staff, quoi, les gens qui bossent directement pour toi? T'es tout seul, t'as des Non, gens, non. des assistants avec Donc, qui? Léonis, c'est une équipe de 7 personnes aujourd'hui qui m'aident et qui Mhm. m'accompagnent. Sans compter, effectivement, j'ai donc un cabinet comptable en France, externalisé, Mhm. je ne les compte pas, mais il y a bien 2-3 personnes qui ne travaillent pas à plein temps sur Léonis, mais qui travaillent souvent sur Léonis. Et ça, c'est en France. Et pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai un cabinet comptable et pareil, j'ai quelqu'un qui est dédié à Léonis. Et pareil, il n'est pas à plein temps, mais il y passe quand même pas mal de temps. Encore une fois, aux États-Unis, c'est quand même plus simple. Il y a aussi des holdings françaises, parce que du coup, quand on a commencé l'activité Léonis, eh ben, au début, je connaissais pas les holdings américaines, donc on a créé des holdings en France. Donc effectivement, ça, il faut toujours les gérer puisque c'est tous les ans. Donc voilà, Mhm. mais tout ça, c'est sous-traité. Hein. Moi, je crois beaucoup à d'une part l'automatisation et ce que tu peux pas automatiser, tu le sous-traites. Et donc voilà, beaucoup sous-traités et des gens qui sont bien plus compétents que moi pour gérer ça, c'est des cabinets de comptabilité qui font ça pour nous. Yes. Donc, pour revenir donc sur la typologie de profil, qui rejoint Léonie, c'est quoi les conditions, comment est-ce que ça se passe si jamais quelqu'un voudrait profiter justement de tout ce que tu offres comme deal, comme potentiel deal à succès. Ouais, alors, pour rejoindre Léonis, il y a deux conditions. Être sympa, donc ça, voilà, c'est important. Et On n'a pas notamment, de limite hein, sur la sympathie. voilà, exactement. 100% des gens qui rejoignent, ça se fait avec un coup de fil avec moi. Donc, moi, j'ai les gens au téléphone, c'est aussi pour les connaître, savoir qui c'est. Euh, et donc, voilà, s'il y a des gens, ça m'est arrivé de refuser des gens, je sais pas, je sentais que la vibe était Le pas feeling, ouais. bonne.
C'est rare, hein, mais ça m'est arrivé. Voilà, des gens vraiment qui sont désagréables. Bon, nous, on est une communauté super bienveillante, super. Voilà, donc si ça colle pas, bon, là, c'est très très rare, hein. C'est un mariage, quoi. Tu vas l'avoir sur les pattes quand même pendant 7 ans. Donc, autant mieux te Exactement, rassurer. exactement. Bon, c'est rare, encore une fois. Tu vois, en 5 ans, j'ai dû recaler 3 personnes, mais bon, ça arrive. Première chose. Et non, deuxième chose plus importante, c'est la condition pour rentrer dans le club, c'est d'avoir à disposition pour investir dans les startups au minimum 15 000 euros sur l'année. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le minimum d'investissement, c'est 2 500 euros par projet, et c'est le cas. Mhm. Mais je veux pas que tu rentres dans Léonis, si tu as 5 000 euros, tu vas pouvoir faire que 2 projets dans toute l'année. C'est pas assez. C'est trop dommage, en fait, pour toi. Donc, je demande d'avoir au moins 15 000 euros. Ça veut dire que tu pourras faire 6 projets, donc que tu puisses en faire, tu vois, à peu près la moitié. Moi, j'en propose entre 10 et 15 par an. Donc, tu puisses en faire à peu près la moitié. Voilà, à partir de 15 000 euros disponibles, que tu souhaites investir dans les startups, parce que si tu as 15 000 euros en tout d'épargne, il faut probablement pas tout mettre dans les startups, il faut probablement en garder Ah, pour c'est d'autres clair. investissements moins risqués, hein. À partir de 15 000 euros disponibles pour les startups, là tu peux rentrer dans le club. Voilà, c'est la seule condition. Mais comment est-ce que tu fais pour vérifier les 15 000 euros? Je peux te dire que j'ai 15 000 euros, mais derrière, tu sais pas voir si j'ai Non, 15 000 derrière, je euros. vérifie pas. Après, si tu veux, moi, je demande aux gens, je leur demande quelle somme tu as à disposition. Heureusement, 99,9% des gens sont pas des menteurs. Ils me disent j'ai tant. Et donc, si c'est Mhm. plus de 15 000, je leur dis ok, tu peux rejoindre. Si c'est moins de 15 000, je leur dis c'est pas adapté. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je te précise, quand je leur dis que c'est pas adapté, je leur dis très gentiment et pas méchamment. Il y a plein Mhm. de gens, pour plein de raisons, qui n'ont pas 15 000 euros. C'est pas grave, hein. 15 000 euros, c'est déjà quand même une assez Ouais. coquette somme d'argent. Donc, je leur dis simplement que c'est pas le moment et que j'espère les revoir plus tard. Voilà, tout simplement. Mais effectivement, si des gens veulent mentir éhontément et déformer complètement la réalité, ils peuvent. J'ai pas le moyen d'aller. Je suis pas. J'ai pas encore le fichier de la Banque de France pour aller vérifier. Yes. Et maintenant, du coup, comment est-ce que tu organises tout ça, la personne, puisque derrière, quand même, il y a beaucoup là, seulement juste avec la gestion des entreprises, ça fait quand même plein de frais derrière. Comment est-ce que toi, c'est quoi le modèle économique, en fait, des Léonis? Parce que, Bien sûr. si on essaye de regarder juste au niveau des exits, ok, ton premier deal, après 2 ans, t'es sorti, mais généralement, on est entre 5 ans et 7 ans. Ouais, Ça tout veut à dire fait. qu'entre-temps, tu n'as pas de cash pour faire tourner, pour justement gérer comme un fonds d'investissement, généralement, qui va avoir un carré peut-être de 1, généralement, c'est entre 1 et 2% de tout ce qu'il y a comme cash global du Ouais. fonds. Toi, à ton niveau, est-ce qu'il y a un modèle, je sais pas, similaire ou qui va Ouais, dans ce c'est sens-là similaire, mais c'est un peu pour... différent. Alors, ce qu'on appelle le carry dans un fonds, c'est pas les 1 ou 2% de l'argent investi, ça s'appelle les management fees. Et le carry d'interest, c'est la commission sur la performance. Donc, grosso modo, les fonds, comment ils fonctionnent, c'est ce qu'on appelle le modèle 220. Donc, ils ont 2% de management fees, c'est-à-dire, si tu leur confies, je sais pas, 100 000 euros, et ben, tous les ans, tu payes 2% de ce que tu leur as confié, tu leur payes donc 2 000 euros par an. Et donc, ça, c'est les 2 de 220. Et le 20, c'est les 20%, c'est ce qu'on pourrait appeler les frais sur la performance. Donc, c'est 20% sur la plus-value à la sortie. Ça, c'est le modèle classique des fonds d'investissement. Tous les fonds d'investissement fonctionnent comme ça. Alors, certains, ils vont mettre non pas 2, mais 3%. Certains vont pas mettre 20, mais 25%, 30%. Mais à 90% des fonds, c'est 220. Léonis fonctionne pareil sur le carré d'intérêt et différemment sur les management fees. Donc, concrètement, on a aussi 20% à la performance à la sortie, donc sur la plus-value générée, donc uniquement sur l'argent qui a été que toi investisseur tu as gagné grâce à tes investissements dans Léonis Investissement. Il y a une commission de 20% là-dessus pour la société Léonis, d'une part, et d'autre part, au lieu d'avoir un management fees en pourcentage de l'argent, puisque finalement on ne sait pas combien tu vas investir sur l'année, puisque tu C'est te vrai. souviens, on en a parlé, à chaque deal tu Mhm. vas dire oui, non, voilà. Donc puisqu'on n'a pas de management fees comme ça, j'ai opté pour un autre système. Il y a simplement une adhésion annuelle pour faire partie du club. Donc, si tu veux rentrer dans le club, tu payes l'adhésion. Tu es membre du club pendant un an. Et au bout d'un an, donc pendant un an, tu peux investir dans tous Chaque les année, deals tu qu'on te renouvelles. propose. OK. Voilà. Au bout d'un an, soit tu renouvelles pour continuer à investir, soit si tu veux sortir du club et arrêter d'investir, tu renouvelles pas, tu sors du club, tu n'as plus accès aux nouvelles opportunités, mais bien sûr, tu gardes tes Tu es toujours dans investissements les holdings. voilà, que, Yes. que tu as fait auparavant. Donc voilà le modèle, comment tu appelles ça, le modèle économique de Léonis Investissement. Yes.
Ah, c'est intéressant. C'est combien? Ça coûte combien? Ou Alors, ça varie? ouais, ouais, C'est quelque ça, chose que oui, tu ça varie. communiques Ça varie publiquement? d'année en année. C'est pas un secret, je peux te le dire Ah, ok. en privé, mais je le dis pas en public parce qu'en fait, depuis la Mhm, création de Léonis en 2017, chaque année, j'ai augmenté le tarif du club. Donc, en 2017, c'était un prix, 2018, c'était un peu plus cher, 2019, c'était un peu plus cher, 2020, etc. Et donc, j'ai fait cette erreur, je crois que c'était en 2019, sur un podcast, de dire le prix que ça coûtait à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai plein de gens qui viennent me voir qui me disent ah, je veux ce prix-là, c'est trop cher, etc. Parce que les podcasts, ça reste pendant longtemps. C'est normal, c'est une bonne mhm. nouvelle. Donc voilà, je ne donne pas le prix parce que au moment où tu écoutes le podcast, c'est peut-être plus le même, mais c'est pas du tout un secret. Le prix, vous pouvez le trouver facilement et je peux te le donner en off avec grand plaisir. Ce que je peux dire sur le prix, c'est que c'est un prix relativement élevé. Hein. C'est, je crois, l'un des clubs, ou peut-être le club le plus cher qui existe en France, parce que c'est le club qui propose les investissements dans la Silicon Valley. Hein. C'est le seul. Et donc, les meilleures opportunités d'investissement qui peuvent rapporter le plus. Donc, forcément, le prix reflète ça. Voilà. Yes. Ok, le prix, il évolue chaque année, mais ce prix, comme tu l'as dit, il n'est pas corrélé à la somme globale que tu vas investir. Ça veut dire, prenons un Exactement. exemple, si le ticket d'entrée, c'est peut-être 5 000 euros, même si j'investis 500 000 euros dans l'année, ben, il n'y aura pas un autre fees extra, quoi. C'est un coût Exactement. fixe Exactement. qui est complètement déconnecté de... Exactement. Effectivement, donc tu l'as bien compris, c'est un avantage pour ceux qui investissent vraiment beaucoup. Et pour ceux qui investissent un peu moins, c'est moins un avantage, mais c'est le ticket voilà, c'est fixe dans tous les cas. C'est pour pouvoir accéder à ces deals, il faut payer le ticket d'entrée. Ouais, exactement. Et effectivement, on est dans les ordres de ce que tu as mentionné à peu près, tu vois. Yes. Est-ce qu'on peut revenir sur la thèse d'investissement, même si tu as déjà un petit peu brossé le sujet, tu as dit que généralement, tu regardes les deals par rapport à toi, ta façon la façon dont, en tout cas jusqu'ici, tu es toujours entré dans les deals. Euh, c'est quoi ta façon? Est-ce que tu as une thèse d'investissement précise? Est-ce que j'imagine qu'il y a certains deals où tu vas tout seul. Est-ce que tu as une façon spécifique d'investir tout seul qui est différente des deals là où tu rentres en groupe avec ton club d'investisseurs? Ouais, c'est marrant. Ah, c'est une question, tu vois, j'aime beaucoup cette question parce on me l'a jamais posée. Et la réponse est oui, effectivement. Alors, j'ai une thèse d'investissement, je vais t'en parler, mais oui, ça m'arrive d'investir seul. Alors, en général, c'est effectivement des deals qui me plaisent, mais qui ne correspondent pas aux critères du club. Le club, donc il y a des critères très précis dont je vais te parler, et si tu veux, les membres du club, ils me font confiance pour ces critères-là. Et donc, si parfois il y a des deals que j'adore, que je trouve hyper bien, mais qui respectent pas ces critères. Par exemple, Mhm, des boîtes qui sont trop jeunes, qui n'ont pas assez de traction. Hein, la traction, c'est un des critères, on va y revenir. Et ben, si la boîte n'a mhm. pas de traction, je peux pas la proposer parce que les membres, ils viennent dans le club en disant nous, on veut des boîtes qui ont de la traction. Et donc, parfois, effectivement, je vais mettre un petit ticket personnel. Finalement, c'est des boîtes où les critères sont moins respectés, donc je prends plus de risques. Mais comme je suis Mhm. tout seul, c'est pas grave. C'est pour m'amuser si tu veux. Parfois, c'est aussi parce que je crois à la boîte et en ayant mis un ticket au tout début, eh ben, je vais pouvoir suivre de l'intérieur l'évolution de la boîte et donc me positionner beaucoup plus facilement sur un tour suivant où à ce moment-là, la boîte sera plus grosse, il y aura de l'attraction et je vais Ah, pouvoir faire rentrer le club. fais Donc rentrer. j'ai beaucoup fait ça comme moyen voilà, de mettre des pions à des endroits où je pensais que après je vais pouvoir faire rentrer le club. Donc voilà, Tu prépares en fait les deals du club, quoi. et voilà, je prépare les deals du club. Mais ceci dit, ça, comme je te le disais, ça m'arrive de mettre des tickets perso, mais pas énormément. Enfin, si, j'en mets pas mal, mais je le fais plus parce que je vois passer les boîtes et que je me dis, voilà, je le proposerai pas au club, mais c'est intéressant. Mais c'est pas, ça m'occupe pas en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que j'y passe pas beaucoup de temps. Mon temps, il est consacré au club à trouver les boîtes. Et puis en cherchant pour le club, de temps en temps, je trouve une boîte où je me dis bon, ça va pas pour le club, mais je peux mettre un petit billet perso. Je mets un petit billet perso voilà, pour m'amuser entre guillemets et parce que j'y crois. Mais voilà, ce que je fais la plupart du temps, c'est d'analyser pour savoir si ça peut rentrer dans le club. Alors, j'utilise donc une grille de critères d'investissement qui sont très précis. J'investis seulement si tous les critères sont réunis. Hein. Parfois, il y a beaucoup de critères et il en manque un. Tu vois, je te disais, la boîte est super, mais il n'y a pas assez de traction. Alors, c'est éliminatoire. Donc, il faut que tous les critères soient respectés. Il y en a une dizaine. J'en parle en long et en large dans mon livre. Hein, pour ceux que ça intéresse, vous tapez Gabriel Jarosson sur Ouais. Amazon. Vous trouvez mon On livre. va mettre le lien en description. Et j'ai vu une préface de Xavier Niel. Ouais, préface Ou de Xavier c'est... Niel, ouais, tout à fait.
Ah ouais, quand même. Juste pour l'ego, quand même, ah, c'est ça. Et Ouais. comment est-ce que est-ce que t'as déjà eu à rentrer dans des deals avec Xavier Niel ou bien son fonds Kima, je sais pas. Et je crois qu'on a co-investi sur certains deals, en effet, ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est marrant, effectivement, Xavier, il gère pas en direct. Kima, c'est géré par Jean de la Roche-Brochard. Et donc, c'est pas Mhm. lui qui décide où est-ce qu'il investit son propre argent. Il est tellement riche que voilà, il Ouais. délègue complètement. Mais oui, il me semble qu'on a quelques deals où on est rentré ensemble avec Kima. Cela dit, Kima fait beaucoup de deals français et nous maintenant on fait des deals dans la Silicon Valley. Donc aujourd'hui, on est quand même sur des géographies assez éloignées, quoi. Voilà. Yes. Mais comment Mais tu réussis à avoir une préface de Xavier Niel quand même? C'est la crème de la crème, quoi. c'est Est-ce que tu une peux longue nous en histoire. parler? Tu peux nous Ouais, faire une ouais. petite parenthèse? Comment est-ce que déjà le feat se fait? Comment tu rencontres où? Ouais, ouais, ouais. Comment je fais pour avoir une préface de Xavier Niel euh, le, le- c'est comme, enfin, la version courte, c'est je lui ai demandé et il a dit oui. Voilà. Mais la version longue, euh, la version longue, c'est que c'est un peu comme tout à l'heure quand je te disais, j'ai été aux États-Unis pour trouver des deals, mais j'ai pas débarqué comme ça avec une idée. J'ai débarqué, j'avais déjà un club, on me mettait déjà des tickets de 150 000, donc les mecs m'ont pris au sérieux. C'est un peu pareil. Mhm. J'ai écrit à Xavier en lui disant, euh, tous les deux, on veut développer l'investissement dans les startups en France. J'ai créé un club qui permet à des particuliers d'accéder à des investissements qui sont normalement réservés aux riches comme toi, mais ça démocratise finalement l'investissement, puisque tout le monde peut le faire, pas seulement les milliardaires comme toi. Donc en disant, bah, on est dans le même bateau, si tu veux. Toi et moi, on croit aux startups, toi et moi, on veut développer ça, on croit à l'innovation. Et puis, je lui ai aussi dit, j'ai la plus grosse chaîne francophone sur YouTube sur l'investissement dans les startups. Donc pareil, je lui Ouais, ouais, montre, sur si tu YouTube, je veux, crois c'est quoi? C'est 30 000 abonnés, un peu plus, je ouais, crois. 33 000 La aujourd'hui, dernière fois que j'ai voilà, regardé. ça Ouais. grossit gentiment. Donc voilà, c'est la plus grosse On chaîne va mettre YouTube le lien en sur. description. En plus, tu fais Ouais, constamment du contenu dédié dessus, ouais, donc, merci, bah, avec plaisir, ouais, carrément. Oui, oui, je publie très régulièrement depuis 2017 que j'ai créé la chaîne. Toutes les semaines, il y a des nouvelles vidéos. On parle de plein de choses, voilà, intéressantes, je crois. Donc, tu vois, c'est pareil. Je lui dis, je suis pas un mec qui sort de nulle part. Je lui dis, ça fait des années que je fais des vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'ai pris la première place. Je suis la plus grosse chaîne sur l'investissement startup. Je suis pas n'importe qui. Et pour la petite histoire, quand je lui ai écrit ce mail, je lui demande pas la préface. Je lui demande, est-ce que tu veux bien venir faire une interview sur ma chaîne YouTube? Et en fait, l'interview, je m'en fichais un peu. Enfin, c'est cool d'avoir une interview avec Xavier Niel, mais mon plan dans ma Mhm. tête, c'était je fais l'interview, on passe une heure ensemble, on fait copain-copain, et à la fin, je lui demande est-ce que tu veux bien faire la préface? Et ça, c'est le premier truc marrant. Et le deuxième truc marrant, c'est que j'avais déjà en avance écrit genre une dizaine d'emails pour le relancer toutes les semaines en disant ouais, allez Xavier, j'ai pas eu de réponse, s'il te plaît, réponds-moi pour l'interview. Mais la rumeur, J'avais il y a une rumeur qui court qui répond à tous ces exactement. inbox zéro, quoi. Il répond à Ouais, tout, ouais. quoi. Tu vas voir la suite de l'histoire. Mais tu vois, j'avais écrit les mails en disant je suis désolé d'insister, mais toi-même, tu es entrepreneur, tu sais que la persévérance, c'est important quand on est entrepreneur et tout. Tu vois, j'avais tout écrit. Et j'envoie le mail. Je m'en souviendrai toujours, j'étais dans un café à Lille, j'étais tout seul. Et je te jure, en 15 minutes, il me répond. J'avais les mains qui tremblaient C'est comme ça et tout, incroyable. j'étais comme un Comment dingue. il fait? Comment le mec, l'un des mecs le plus sollicités de France, réussit à répondre parce que j'imagine qu'il doit recevoir au moins 1500 voire 2000 emails par jour. Ouais, alors déjà son adresse email, elle traîne pas sur internet, hein, c'est pas facile de la voir. J'avais déjà réussi à trouver l'adresse mail, bon voilà. Mais bah ouais, tu sais, on dit toujours c'est pas j'ai pas le temps, c'est je prends pas le temps. Ça dépend là où tu mets tes priorités, ça dépend comment tu t'organises. Donc lui, il est organisé pour faire ça. Je pense qu'il passe du temps dans le taxi le matin pour aller au travail, etc. Alors il me répond 3 mots, hein. Il me répond pas un long pavé, hein. Donc Mhm, je mhm. lui écris en disant voilà, je lui dis qui je suis, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai mon club, on démocratise, toi et moi, on fait la même chose, on croit aux mêmes choses et tout. Est-ce que tu veux bien venir sur ma chaîne YouTube? Et il me répond en 15 minutes, désolé, non. C'est tout. Tout court. Voilà. Désolé, non. Désolé, non. Donc là, tu vois, main qui tremble et tout, niveau d'adrénaline maximum, il y a Xavier Niel qui m'a répondu et tout. Et, et là, je me dis, bon, bah merde, qu'est-ce que je fais? Tu vois, j'ai l'air con. Et je lui explique. Donc je lui réponds dans l'heure. Enfin, tu vois, je prends un peu le temps de réfléchir et je lui réponds. Je lui dis, bon, bah Mhm. écoute, ok, merci pour ta réponse. En fait, moi, l'interview, c'était pas le plus important. Là, je voulais te demander surtout de faire la préface de mon livre. Je voulais te le demander à la fin de l'interview, mais puisque tu veux pas faire l'interview, mais est-ce que tu veux bien faire la préface?
Et il me répond, pareil, en 10 minutes, il me répond, ok, je veux bien. C'est tout. Et c'est tout. Mais encore une fois, ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait peut-être dit non. Mais je lui avais dit que j'avais la chaîne YouTube, le club, etc., etc. Donc c'est Ouais, ça. je pense que comme il y a un historique, il répond pas au hasard quand il a pris le temps de lire ce qu'il y avait avant. Et puis, Je pense. Je pense. c'est un entrepreneur. Je pense qu'il a le feeling, quoi. Il ressent les choses. Et puis, s'il le ressent, il y va ou pas, quoi. Voilà. Donc Ouais, c'est incroyable. voilà l'histoire. C'est marrant. Yes. Ben, c'est une belle histoire, en tout cas. On va mettre le lien, bien sûr, en description pour le bouquin. Super intéressant. Merci. Et justement, tu traites de ces différents points qui te permettent de prendre une décision de rentrer dans un deal ou pas. Sinon, est-ce que tu peux nous citer un ou deux points pour toi qui sont importants pour toi, Bien comme sûr. ça, et puis Bien sûr, pour bien le sûr. reste, les gens ils pourront aller check dans. Voilà, alors il y a effectivement une dizaine de critères dans le livre, en détail, mais il y a les 3 critères les plus importants. Je vais te citer les 3 si tu veux bien, tu m'as dit un ou deux, mais ces 3-là, Yes. c'est vraiment les principaux. C'est ce que moi j'appelle la méthode ETA, donc effet d'échelle, traction, avantage injuste. Donc, d'abord les effets d'échelle. Les effets d'échelle, qu'est-ce que c'est D'abord, les effets d'échelle, c'est le taylorisme et le fordisme, le travail à la chaîne et la production en masse qui permet de baisser le coût de production individuel. Mais avec Internet, on a ce qu'on appelle des effets d'échelle infinis, parce qu'on a un coût de reproduction nul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Netflix, ils vont payer des acteurs, des producteurs pour faire le film, ils vont les payer une fois, Une seconde. et après, que le film soit regardé par 10 personnes ou 1 milliard de personnes, le coût de reproduction pour le jouer sur d'autres ordinateurs, ça coûte 0. Tu payes un coût fixe une fois et après, tu n'as aucun coût de reproduction. Et donc, pour Netflix, eh ben, une fois qu'ils ont amorti le coût fixe de production, tout le reste, tous les gens qui le regardent en plus, c'est que du bénéfice. C'est de la marge à 100%. D'abord, tu payes tes coûts fixes et après, tu as de la marge à 100%. Donc ça, c'est une modification des règles économiques qui a été introduite par Internet. Et donc, j'investis, pour faire simple, sur des startups du digital qui font pas de produits physiques. Dès que tu fais un produit physique, dès que tu veux vendre un nouveau produit, il faut créer ce produit. Alors, je veux pas dire qu'on peut pas gagner de l'argent en vendant des produits physiques. Hein. Tu tiens dans la main un contre-exemple, et moi aussi, Apple, il n'y a pas de problème. Ouais, quoique c'est quand même un modèle hybride, ils vendent plein de logiciels. Voilà, maintenant ils vendent du logiciel, ils ont compris que c'était mieux. Mais même si tu prends l'exemple de Starbucks ou McDonald's, c'est des boîtes qui vendent des produits physiques. À chaque fois que tu vends un burger, il faut faire pousser le blé, élever la vache, etc., etc. Bon, et ils gagnent quand même de l'argent. Donc je veux pas dire que tu gagnes pas d'argent avec ça, mais je veux dire que les modèles c'est qui plus sont 100% difficile. digital, voilà, c'est plus facile pour eux parce qu'ils n'ont pas de coûts marginaux, ils ont que des coûts fixes. Et donc c'est le cas de Uber, Airbnb. Ils ont créé la plateforme une fois, ils ont payé des développeurs, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle réservation, que ce soit une course sur Uber ou un séjour sur Airbnb, ils gagnent une commission sans rien faire. Une fois que la plateforme elle est codée, c'est à l'infini. Donc ça, c'est effet d'échelle, c'est le premier critère. E. Ensuite, T, traction. Beaucoup de gens pensent qu'investir dans les startups, c'est investir sur une idée, une équipe et un PowerPoint. Le problème, c'est que entre l'idée et ce qu'on appelle communément le product market fit, c'est-à-dire que la boîte elle rencontre son marché, qu'elle ait de la croissance, il y a 1 million de choses qui peuvent mal se passer. Et tu connais cette statistique, on dit 9 startups sur 10 échouent. Et bien en fait, 9 startups sur 10 échouent entre le moment de l'idée et le moment de la traction. Finalement, quand on investit dans une startup, on veut investir sur une société qui va se développer très vite pour que ce soit une petite boîte et que ça devienne une grosse boîte. Et bien, si tu arrives à investir sur une startup qui a déjà de la traction, elle est déjà en train de grossir très vite. Hein. Donc la traction, je ne l'ai pas définie, mais c'est une accélération rapide des ventes et du chiffre d'affaires, un développement commercial fort. Donc elle est déjà en train de se développer rapidement. En plus, comme tu investis, tu lui donnes encore plus d'argent, encore plus de moyens pour se développer encore plus vite. Et donc, c'est quasiment déjà gagné, puisque tu veux que la boîte grossisse, au moment où tu investis, elle est déjà en train de grossir. Alors que beaucoup de gens investissent avant, et c'est là où il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Il n'y a pas de product market fit, ils savent pas construire ils savent pas coder ou construire correctement le produit, ils savent pas le vendre correctement, ou alors c'est pas le bon prix, ou alors il y a un trop petit marché, etc. Il y a plein de problèmes qui, quand on a de la traction, finalement on sait qu'on a résolu la plupart de ces problèmes. Et donc les 9 startups sur 10 qui échouent, elles échouent avant la traction. Une fois qu'on a la traction, il y a beaucoup moins d'échecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le portefeuille de Léonis, depuis 5 ans, il y a eu quasiment aucun dépôt de bilan. Je crois qu'il y a peut-être eu une boîte sur 50 qui s'est arrêtée. Et toutes les autres boîtes, elles sont en bonne santé, elles sont en croissance. Donc, on fait complètement mentir les statistiques
Pourquoi ? Parce qu'on les sélectionne bien. 9 startups sur 10 échouent, c'est si tu les prends au hasard. Si tu les sélectionnes bien, nous, on en a 9 sur 10 qui réussissent. Donc, on a inversé la statistique. Et puis, dernier critère très important, le A, donc ETA, effet d'échelle, traction, avantage injuste. Avantage injuste, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu montes une boîte, de deux choses l'une. Soit c'est une bonne idée, soit c'est une mauvaise idée. Si c'est une mauvaise idée, ça va pas marcher, peu importe. Mais si c'est une bonne idée, ça va marcher. Et il y a plein de gens qui vont venir te copier. On peut reprendre l'exemple de Uber. Uber s'est lancé. Et en France, on a eu Hitch, chauffeur privé, le cab, etc. Tout le monde copie. La question, c'est de savoir qui va gagner au final. Qui va réussir à grossir. Alors, parfois, il n'y a pas un seul acteur qui va gagner. Il y a des marchés où il y a un seul acteur, c'est winner takes all. Il y a des marchés où il y a plusieurs acteurs qui peuvent gagner. Mais il faut savoir pourquoi la startup dans laquelle tu investis va être soit le gagnant, soit parmi les quelques gagnants. Et bien pour ça, il faut qu'elle ait un avantage injuste. Qu'est-ce que ça veut dire injuste ? Ça veut dire que les concurrents ne pourront pas l'obtenir facilement. Alors, l'exemple le plus courant, le plus facile, c'est le brevet. Si tu déposes un brevet, eh ben, tes concurrents, ils ne peuvent pas faire la même chose puisqu'il y a le brevet. C'est la définition d'un brevet. Le problème, c'est que dans le logiciel, dans l'informatique, dans le digital, on ne peut pas breveter du code informatique. Tu ne peux pas breveter l'application Uber. Toi et moi, demain, on peut créer l'application Uber. Et donc, il faut trouver d'autres avantages injustes. Et ça peut être infini. Il y a des tas d'avantages injustes qui existent. Ça peut être la marque. Si on pense à Coca-Cola, Nike, ils ont une marque tellement forte que c'est un avantage injuste. On peut penser à un secret de fabrication. Encore Coca-Cola. Coca-Cola, ouais. Voilà, mais on peut penser à plein de choses. On peut penser à... moi, il y en a un qui est l'un de mes préférés. C'est quelque chose que les fondateurs ont compris et que les autres n'ont pas compris. L'exemple que j'aime citer, c'est Airbnb. Quand ils ont monté leur business, tout le monde leur disait « Vous êtes fous, personne va aller dormir chez un inconnu. Moi, j'irai pas dormir chez un inconnu. » Et ben en fait, eux, ils avaient compris que s'il y avait des commentaires où les gens disaient « Martine a été très agréable, il n'y a pas eu de problème. » Qu'il y avait des belles photos réalisées par des professionnels et que ça devenait un peu la norme, et ben que les gens finalement dépasseraient cette peur, entre guillemets, qu'ils iraient dormir chez des gens. Et effectivement, ils avaient raison. Aujourd'hui, tout le monde va dormir dans des Airbnb. Donc, qu'est-ce que le fondateur a compris que les autres n'ont pas compris ? Mais il y en a plein d'autres. Ça peut être une expérience. Si c'est l'ancien PDG de Visa qui va monter un business, c'est l'ancien PDG de Visa. Les autres, ils ne sont pas l'ancien PDG de Visa. Ça peut être des relations. Si tu vois, comment il s'appelle notre ancien ministre qui a monté une boîte, là, Arnaud Montebourg. Voilà, si t'es Arnaud Montebourg, t'as un avantage puisque t'es Arnaud Montebourg. Truc, les cruches ou c'est quoi, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, un truc dans le miel, la ruche. Avec les abeilles et tout. Voilà. Donc voilà, l'avantage injuste, il y en a une infinité possible, mais il faut que la boîte elle ait un avantage injuste pour que j'investisse. Donc voilà les 3 critères principaux. Si déjà tu retiens ces 3-là et que tu investis dans des boîtes qui ont ces 3 critères, tu seras déjà hyper avancé. Ce sera déjà bien mieux que 99% des investisseurs, y compris d'ailleurs des investisseurs professionnels, des fonds d'investissement qui investissent parfois sans respecter ces critères-là. Voilà. Yes. On a parlé d'à peu près 3000 deals rentrants. En tout cas, 3000 deals que tu traites du rentrant comme ce que tu vas toi chasser. C'est quoi ton processus pour traiter tout ça ? Est-ce que tu t'appuies sur tes équipes ou à ce niveau-là, tu es tout seul pour décider Ouais, ça c'est une bonne question et j'ai beaucoup hésité effectivement à sous-traiter une partie, mais aujourd'hui je le fais tout seul. Si je sous-traite, que je donne à des équipes ou que je prends des gens pour faire ça, j'aurais peur de rater une pépite, ou alors j'aurais un temps de formation qui est tellement long, parce que pour transmettre tout ça, si tu veux, moi c'est le fruit de plus de 10 ans d'expérience. Ça fait 13 ou 14 ans que j'entreprends et ça fait 9 ans que j'investis. Et donc tout ça au début c'était instinctif, et puis petit à petit j'ai affiné tout ça et j'en ai fait des critères précis, mais je vais te dire la vérité, je continue au quotidien de m'améliorer, tu vois. Je pense que même aujourd'hui, je suis encore meilleur qu'il y a 2 ans sur l'interprétation, la lecture de ces critères. Et je les affine, je les peaufine, etc. Donc, je le fais tout seul. Je n'ai pas pris d'équipe. Ça me prend effectivement du temps. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça prend moins de temps que ce que tu peux imaginer. Effectivement, souvent, tu n'es pas le premier quand je dis ça. Les gens me disent « Mais waouh, c'est dingue, tu dois passer ta journée à faire ça. » En fait, ça ne me prend pas 10 heures par jour. La raison, elle est simple, c'est que j'ai tellement l'habitude. Ça fait tellement longtemps, si tu veux, que je fais ça. Comme je te dis, 9 ans que j'investis et 13 ans ou 12 ans que j'entreprends. Que des dossiers, j'en ai vu passer 3000 par an depuis 10 ans. Donc, j'ai vu passer plus de 30 000 dossiers. J'ai peut-être vu passer 50 000 dossiers ou quoi. Donc, j'ai vraiment l'habitude. Et en fait, je procède par élimination.
enfin, forcément, puisque j'envoie 3000 et que j'en accepte 15, ça veut dire que 99,9% du temps, je dis non. Mon métier, on peut croire que mon métier, c'est d'investir. En fait, mon métier, c'est de dire non, finalement. En grosse majorité, mon métier, c'est de dire non. Et donc, je procède par élimination, comme je te le disais tout à l'heure. J'ai dit, il suffit qu'il y ait un seul critère qui manque, il suffit qu'il y ait un truc qui ne va pas, et C'est non. j'élimine le dossier. Je vais que sur des boîtes où tous les feux sont au vert. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir des deals de très, 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 très haute qualité. Et donc, en fait, dans les deals, c'est un peu paradoxal, mais je vais tout de suite chercher ce qui ne va pas. Et donc, la plupart des dossiers, je suis capable de les analyser et donc de les éliminer en 1 minute. Vraiment, en 1 minute chrono, tu m'envoies un pitch deck, 99% du temps, je peux te dire, OK, c'est non. De temps en temps, je dis, OK, là, il n'y a pas de choses évidentes, donc il faut creuser, il faut aller plus loin. Et donc, soit je vais poser des questions par email, soit très souvent, on prévoit de se faire un Zoom avec le fondateur, on discute, on approfondit. Voilà. Donc, à nouveau, dans les Zooms, tu vois, je fais 15 investissements par an, mais je parle peut-être à... J'ai pas compté, mais il y a des centaines, je parle peut-être à 1000 personnes par an, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça fait, oui, à peu près 1000 personnes par an. Donc, à nouveau, quand je fais le Zoom, C'est les 98, gens 90. qui ont passé peut-être la première étape et là, tu veux un peu Exactement. creuser. Et là, il y a Exactement. encore, t'as mis un filtre. Exactement. Donc c'est ça. Mais voilà, il y a beaucoup beaucoup de dossiers où je dis non juste en envoyant le deck, en envoyant le dossier en 1 minute. Ça me dégrossit énormément. Et ensuite, ouais, sur les 3000, non, c'est moins que ça. Que peut-être, tu vois, entre 500 et 1000, peut-être 500, 700, j'en sais rien. J'ai pas compté, mais voilà. Il y en a quelques centaines. Derrière, je fais les calls et j'en élimine encore une grosse partie. Et il reste, la crème de la crème. Yes. Ouais, c'est intéressant. T'as pas des fonds, enfin, des fonds classiques qui se sont un petit peu intéressés à Léonis, Non, alors il y a quelques family office qui sont membres de Léonis et voilà, qui investissent dans les qui deals que mettent je des propose. tickets comme ça? Voilà, mais Mm. les fonds, si tu veux, c'est un petit peu compliqué pour deux raisons. La raison première, c'est qu'ils ont un mandat. Eux, on leur confie l'argent pour que eux trouvent les deals. Donc c'est pas forcément évident de dire, en fait, on va investir chez un autre gars qui trouve les deals. Premièrement, alors ça pourrait être ce qu'on appelle des fonds de fonds. Mais la deuxième raison, c'est que justement, les fonds, ils ont aussi, eux, ce qu'on appelle le carré d'intérêt, c'est-à-dire les 20% sur la plus-value. Et donc, s'ils investissent chez moi, ils l'ont en double. Ils l'ont chez moi et chez eux. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à Mhm. pas trop investir les uns chez les autres, parce que ça fait ce doublon. Ou alors, il faut vraiment avoir un accord. Donc non, j'ai pas spécialement de fonds qui investissent chez Léonis. J'ai comme je te disais, des family office et des gens fortunés qui investissent en direct et des particuliers. Mais voilà, par contre, j'ai régulièrement été approché par un certain nombre de personnes pour monter un fonds Léonis, enfin voilà, monter un fonds. Ce que j'ai pas fait pour le moment. Comme je l'évoquais tout à l'heure, ça veut pas dire que je le ferai jamais. Mhm. Hein. C'est à mon avis très possible un jour. Pour Mais toi, voilà, c'est pas le bon timing, c'est par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, il y aurait pas un intérêt à le faire? voilà, j'ai pas trouvé forcément les bonnes Ou pourquoi personnes. pas les deux en parallèle, quoi, c'est-à-dire en fonds Bien classique et sûr, puis bien le sûr. club deal. Effectivement, si je faisais un fonds aujourd'hui, je pense que je garderais le club à côté, il n'y a pas de raison. Je pense que je pourrais réussir à gérer les deux parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont les mêmes, notamment trouver les startups, ce qui est quand même ce qui prend le plus de temps. C'est finalement la même chose. Il faudrait définir des règles, comment Ouais, j'arbitre, conflit qu'est-ce qui va dans d'intérêt, ouais, l'un, voilà, conflit c'est vrai. d'intérêt. Bon, donc c'est pas évident, mais ça existe, y a pas de souci. Euh, mais voilà, je l'ai pas fait pour diverses raisons. J'ai pas effectivement trouvé les bonnes personnes. Effectivement, il n'y a pas forcément d'intérêt. Enfin, bon, voilà, je pense que ça va venir, mais peut-être un peu plus tard. Je pense qu'il est peut-être un peu tôt pour moi, en tout cas, de par l'envie que j'ai. Et Mhm. en fait, pour être très transparent, si je monte un fonds, je voudrais monter un gros fonds. Mais quand tu montes un fonds, tu vas avoir des institutionnels. Et aujourd'hui, je pense que j'ai pas encore tout à fait la légitimité suffisante auprès de ces fonds-là. Moi, je pense largement avoir la légitimité pour lever un gros fonds et je suis persuadé d'en avoir les compétences. Mais les institutionnels, ils aiment beaucoup le track record, bon ça c'est normal, mais ils aiment aussi les gens qui ont travaillé dans des fonds. Moi j'ai pas travaillé dans des fonds, j'ai créé ce club, mais c'est pas la même chose à leurs yeux. Moi je trouve que ce que j'ai fait c'est bien mieux et que j'ai acquis Mhm. beaucoup plus d'expérience, mais voilà. Donc créer un fonds traditionnel, ça veut dire aller parler à des acteurs traditionnels et comme mon expérience n'est pas traditionnelle, c'est un petit peu plus voilà un petit peu plus compliqué. Donc j'attends d'avoir fait peut-être un ou deux gros exits avec Léonis pour encore plus asseoir ma légitimité. Là, peut-être que je le ferai. Encore une fois, peut-être pas parce que j'en meurs pas d'envie.
Il y a d'autres contraintes et encore une fois, il faut trouver les bonnes personnes. Et je suis très très bien dans ce que je fais aujourd'hui. Ça me plaît énormément. Ça marche très très fort. Hein. On investit l'année dernière 12 millions. Cette année, je pense qu'on va faire peut-être 13, 14, 15. On est sur le point de dépasser les 10 millions déjà en 2022. Donc, si tu veux, on investit déjà des sommes énormes et ça se passe super bien. Donc, j'ai pas de raison d'aller chercher autre chose. Je suis très très heureux comme ça. Voilà. Et tu étais quand même en contact avec ces gens? Est-ce que, sans forcément citer de nom, est-ce que ils méprisent ce que tu fais? Est-ce qu'ils trouvent que t'es en train de travestir un peu le métier Non, pas du tout. Ça se fait de plus en plus, hein, ce genre de club. Alors en France, pas beaucoup, mais il y en a un peu d'ailleurs, mais qui investissent en France. Et puis aux États-Unis, il y en a. Donc non, non, c'est Enfin, alors oui, peut-être qu'il y a des fonds qui disent ah bah ils viennent manger dans nos assiettes. Peut-être. On me l'a jamais dit, mais peut-être qu'ils pensent ça. Mais j'en sais rien. Et très honnêtement, je m'en fous. Voilà, chacun fait son métier, mais en tout cas, ça a plutôt tendance à se développer. C'est ce qu'on appelle un peu les finfluenceurs, c'est les influenceurs de la fintech. Je me considère pas Mhm. comme un influenceur, mais voilà, comme je trouve mes clients beaucoup par YouTube, euh, voilà, bon, ça se développe. Donc je suis pas le seul et j'espère pour eux qu'ils voient pas ça d'un mauvais œil parce qu'à mon avis, c'est loin d'être terminé. Voilà. Ouais, c'est clair, c'est clair. Yes. Dis-moi aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui te drive? C'est quoi ton avenir avec Léonis? Comment est-ce que tu te vois dans tes prochains investissements? Jusqu'où est-ce que tu te vois aller avec Léonis? Est-ce que... Ouais, écoute, c'est une question que je me pose beaucoup. Alors entre 2018 et 2021, Léonis a été en hyper croissance. Aujourd'hui, on a un petit peu ralenti pour diverses raisons, mais les raisons principales, c'est que de toute façon, on arrive après à des montants d'investissement trop gros et donc on peut plus aller investir en seed sur les boîtes parce que les tickets sont tellement gros qu'on n'arrive plus à se positionner. Donc aujourd'hui, on n'est plus en hyper croissance, on est en croissance tranquillou de Classique. croisière. Mhm. Et ça a été pendant longtemps mon focus numéro un, de faire grossir le club. Aujourd'hui, c'est pas de le faire grossir. Avec la notoriété de ça, il grossit un peu naturellement. C'est plutôt de trouver vraiment les meilleurs investissements. Donc, au début, on investissait en France. Ensuite, on investissait dans la Silicon Valley. Ensuite, on a été investir, je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le meilleur incubateur de la Silicon Valley, et le meilleur incubateur au monde, qui s'appelle le Y Combinator. Et aujourd'hui, Mhm. on arrive très régulièrement à aller investir dans cet incubateur, dans le top 10% des meilleures boîtes de cet incubateur, même dans le top 5%. Là, tu vois, Ah ouais. ils incubent à peu près 400 boîtes par promo. Là, on est en train d'investir dans une boîte qui est dans le top 10 de ces 400. Donc, tu vois, c'est le top 2,5%, le top 3%. Donc, c'est vraiment ça aujourd'hui mon focus. C'est de permettre aux membres du club d'aller chercher les meilleurs des meilleures startups. Et si tu veux, finalement, si on a dans le top 3% du meilleur incubateur du monde, bah finalement, c'est quasiment les meilleures startups au monde dans lesquelles tu peux investir. Et donc, c'est ça mon objectif. Pourquoi? Parce que plus on fait des bons investissements, plus les membres vont gagner de l'argent. Enfin voilà, plus la boîte va se développer, va grossir, va faire un gros exit et les membres vont gagner de l'argent. Et ça a un double effet. D'une part, moi, c'est mon but, hein, mon objectif, tu le sais, c'est de créer en France 1000 millionnaires. Donc de rendre 1000 personnes millionnaires grâce à leur investissement startup. Ah ouais. Euh, d'accord, créer 1000 millionnaires, d'une part, et d'autre part, c'est bon pour Léonis parce que plus je fais gagner d'argent à mes membres, plus les gens, ça va se savoir, ils vont en parler autour d'eux et ça va encore développer le club. Donc, vraiment, mon focus aujourd'hui, c'est la sélection, trouver les meilleures boîtes. J'ai démontré ces 2 dernières années qu'on savait le faire. Hein. On a fait régulièrement des investissements comme celui qu'on a là en ce moment, qui est dans le top 10 de son batch, donc le top 3%. C'est de continuer, d'arriver à toujours trouver ces boîtes-là, parce que une fois que l'investissement il est fait, je suis toujours à la recherche de l'investissement suivant. Donc voilà, c'est ça, mais c'est ça qui me drive, faire vraiment les meilleurs investissements possibles pour avoir des exits. Alors les exits, bon, ils vont pas arriver tout de suite, hein, effectivement. En moyenne, Mhm. c'est 5 à 7 ans, donc il faut être patient. Euh, c'est une bonne situation dans le sens où je suis patient, mais pendant que je patiente, je continue à investir dans des nouveaux business. Moi, ça me passionne, je découvre des trucs extraordinaires. On investit dans des business de fous, ça me fait découvrir tout un tas de choses. Et aux membres du club aussi, hein, donc il y a une vraie, si tu veux, ouverture sur le monde, etc. Depuis 1 an ou 2, le Y Combinator, donc le meilleur incubateur au monde, ils incubent aussi des boîtes qui sont des boîtes créées dans la Silicon Valley, mais qui vont sur des marchés à très fort potentiel en dehors des États-Unis. Notamment, il y a 2 marchés énormes, c'est l'Inde et l'Amérique latine.
Et l'Inde, c'est incroyable, hein, je sais pas si tu as vu, mais tout le monde dit que c'est un peu la prochaine Chine, entre guillemets. Ils annoncent 14% de croissance pour 2023. Ils vont dépasser la Chine en population. Apple a annoncé qu'ils allaient produire l'iPhone en Inde au lieu de le produire en Chine. Il y a un développement économique de fou. Donc voilà, il y a des choses très, très, très intéressantes en Inde et un marché énorme, puisque ce sont 1,4 milliard. Donc on a aussi quelques investissements là-bas. Et pareil, c'est passionnant de découvrir ce qui se passe sur le terrain. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'anime. Moi, je continue voilà, à développer Léonis, à faire des deals. J'ai pas l'intention d'arrêter du tout, puisque ça s'entend, je l'espère. J'adore ça, ça me passionne. Et donc voilà, on continue comme ça à faire les plus beaux investissements et voilà, à être le club vraiment le plus premium avec les meilleurs deals qui puissent exister en France. Yes. Avant qu'on aille sur les questions de fin là, je voulais que tu me dises, est-ce que aujourd'hui, avec les nouveaux sujets, enfin, c'est pas des nouveaux sujets, mais c'est des sujets qu'on entend de plus en plus sur l'écologie, sur le bien-être au travail. Est-ce que c'est des éléments qui peuvent, au jour d'aujourd'hui, influer dans tes prises de décision d'investissement, dans tes thèses d'investissement, que ce soit à titre perso ou bien avec avec ton club d'investisseurs? Ouais, tout à fait. Alors, tu fais très bien d'en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus. Premièrement, je suis membre d'une association américaine qui s'appelle Pledge 1%, dans lequel on s'engage, ça a été créé par Mark Benioff, le fondateur de Salesforce, et on s'engage à reverser 1% de nos profits à des causes qui nous tiennent à cœur, à des associations caritatives. Donc, en l'occurrence, Léonis Investissement reverse non pas 1% de son profit, mais 1% de son chiffre d'affaires, donc c'est bien supérieur, 1% de son chiffre d'affaires à des initiatives de réduction des émissions de CO2 dans le monde. Alors, Ah pendant longtemps, ouais, ça a moi été... j'ai entendu parler de... C'est du chiffre. Là, on parle pas du bénéfice parce que le bénéfice, c'est du... Là, c'est encore plus fat quand même. Ouais, Ah 1% du ouais. chiffre d'affaires. Ouais, ouais, 1% du chiffre d'affaires de Léonis est reversé. Donc, pendant 2 ans, j'ai reversé à des associations qui faisaient le développement économique des femmes dans les pays en voie de développement, notamment à travers le Mhm. microcrédit. Et puis bah, là, j'ai changé, enfin voilà, pour diverses raisons. Et donc maintenant, je suis sur la réduction des émissions de CO2. Donc, premièrement, c'est un C'est sujet toi qui me qui tient à choisis cœur les et boîtes ou tu choisis toi-même ou tu confies à je des reverse associations directement. dédiées Je reverse qui... directement à des associations qui, elles, vont après choisir. Voilà, Ok. j'ai pas le temps de. Voilà, je reverse à des associations de confiance que j'ai vérifié qu'ils faisaient pas n'importe quoi et qui eux après s'occupent de faire le reste. Et moi, j'ai voilà. Tu communiques pas dessus, c'est super intéressant. Franchement, Je moi je communique pas savais beaucoup pas, ça dessus c'est pas. parce que je- c'est vrai, je communique pas beaucoup dessus et je bon j'ai- en fait, je trouve que pour beaucoup de gens, c'est un peu du greenwashing. C'est ah bah voilà, ils ont que ça. Moi, j'ai envie que les gens ils viennent chez Léonis pour trouver des investissements intéressants. Moi, je le fais pas en fait. Voilà, en fait, moi, je le fais pour moi parce que je trouve que c'est normal, que c'est la chose à faire. Je le fais pas pour m'en vanter. Je le fais pas pour l'afficher partout en disant regardez. Je le fais parce que je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Je trouve que, enfin voilà, personnellement, c'est ma conviction. Tu vois ce que je veux dire? Si je me mets à Mhm. l'afficher partout, pour moi, ça perd presque un peu de son sens. Si tu le fais que pour t'en vanter, voilà. Donc je communique pas dessus, c'est vrai. Enfin, assez peu. Un tout petit peu, ça apparaît en bas de mon site, mais voilà, c'est très très discret. Ouais. Donc il y a ça. Ensuite, moi à titre personnel, ça m'arrive de faire des investissements effectivement dans ce secteur. Dans Léonis, c'est pas un critère de décision. Pourquoi? Parce que les membres, ils sont là pour gagner de l'argent avant tout. Et après, chacun, avec l'argent qu'ils auront gagné, ils feront ce qu'ils voudront. S'ils veulent donner pour le climat, ils donneront. S'ils veulent donner pour la pauvreté, ils donneront. Si on a des business qui correspondent à tous les critères et qui, en plus, ont une portée sociale ou environnementale, c'est génial, on le fait. Mais c'est pas au détriment des critères et du potentiel de la startup. D'accord? Donc c'est en Mhm. plus. Et puis l'autre chose quand même que je voulais te dire, c'est que au-delà de, par exemple, l'environnement, vu qu'on investit, par exemple, en Inde et en Amérique latine, on a un vrai impact sur des vies, puisqu'on investit dans des boîtes, elles se développent. En se développant, elles embauchent, on crée de l'emploi aux États-Unis, en Inde, au Mexique, etc. Donc ça, c'est top, c'est du développement économique. Et puis, on a aussi des boîtes qui ont effectivement, qui rendent des services. Je te donne plusieurs exemples. On a une boîte au Mexique qui fait du microcrédit pour les Mexicains qui n'arrivent pas à finir la fin de mois. Donc voilà, on est le 20 du mois, t'as pas de quoi nourrir ta famille. Et ben la boîte va te donner $100 et tu vas pouvoir aller faire les courses. C'est tout bête, c'est purement capitaliste, mais ça sauve quand même. Enfin, ils sont bien contents de rentrer le soir et de dire chérie, j'ai à manger. Donc il y a un vrai impact. Je te donne un autre exemple. On a investi dans une boîte en Inde qui fait l'avance des frais de santé. Tu arrives chez le dentiste, tu as super mal aux dents, on te dit faut t'opérer, ça coûte $200.
t'as pas 200 $. Eh ben, tu repars chez toi avec ta rage de dents qui va empirer, qui va s'infecter, ça peut avoir des conséquences graves, mortelles, etc. Cette startup, elle dit bah ok, on paye pour vous et puis vous nous rembourserez dans les mois qui viennent petit à petit. Donc pareil, super impact. C'est pareil, c'est capitaliste. Hein, ils sont là, ils font ça aussi pour gagner de l'argent. Mais tu peux, voilà, il y a des business où tu gagnes de l'argent et où tu fais des choses à impact. Moi, je crois, on entend beaucoup parler de décroissance, de fin du capitalisme. Moi, je ne crois pas à la décroissance. Je crois plutôt à la technologie comme solution. Je pense que le progrès et le progrès économique. Alors, le capitalisme, c'est pas l'idéal. Hein, il y a plein de problèmes avec le capitalisme, on le sait, des dérives. Mais je crois quand même que le progrès technique et technologique, c'est la réponse. J'ai plusieurs exemples à te donner, mais la voiture électrique, hein, c'est un progrès technologique par rapport à la voiture à essence, et c'est mieux. Encore une fois, c'est pas parfait, il y a les terres rares, mais c'est mieux. Et puis Mhm. un autre exemple, là, on est en train ça y est, on est en train d'éliminer le plastique. Tu sais, il y a le continent de plastique en plein milieu de l'océan Pacifique, là, qui est énorme, qui fait 6 fois la France. Et ben, ça y est, il y a des robots qui sont là-bas, qui sont en train de le grignoter. Et j'ai appris il y a quelques jours, on en a enlevé 1%. Alors 1%, hein, c'est tout petit, mais on est en train de l'enlever petit à petit. On va l'enlever. Et ça, c'est grâce au progrès technologique, à l'innovation, grâce à des investisseurs comme Léonis qui ont investi dans ces projets-là pour qu'ils voient le jour. Et donc, c'est que 1% qui a été fait, mais ça va augmenter, ils vont aller de plus en plus vite. Et j'espère que dans 10 ans, 20 ans, on aura, pareil, on n'aura pas résolu 100% du problème du plastique dans l'océan, il reste les microparticules, etc. Mais ce sera déjà mieux, on aura enlevé ce continent de plastique. Et puis par ailleurs, voilà, le comportement des particuliers change avec le plastique. On trouve des nouveaux matériaux pour faire des pailles, pour faire des trucs qui sont biodégradables. Donc tout ça, c'est le progrès technologique. Et je pense que ça va dans la bonne direction. L'histoire de l'humanité nous montre quand même qu'on est capable de choses extraordinaires et que beaucoup de choses s'améliorent. Et je pense que ça va continuer à s'améliorer. Yes, je suis tellement d'accord avec toi sur le fait de pas tuer l'innovation, de pas être carré comme ça sur le fait que ben c'est décroissance ou rien. Il y a un excellent bouquin de Grégory Pouy que j'ai reçu sur mon autre podcast qui s'appelle, je crois, Insoutenable Paradis. Et il en parle en fait. Au lieu de faire culpabiliser les gens, il y a moyen plutôt d'aller redesigner en fait les outils qu'on a actuellement dans la vie pour qu'ils servent justement cette cause écologique Bien je sûr. pense que c'est quelque chose qu'on gagnerait à regarder si on prend de la hauteur et qu'on ne va pas directement dans ce truc où on reproche aux gens, on pointe Bien du sûr. doigt parce que Ah ouais, ça c'est nous clair. concerne nous tous, c'est pas un problème juste français ou allemand ou africain ou je sais pas ou asiatique, c'est un problème mondial et on doit le résoudre ensemble et pour ça il faut qu'on puisse pouvoir discuter sans qu'on pointe du doigt à une Oui, personne qui pollue plus que l'autre. exactement. Et puis l'innovation, ça a toujours été ça. On a toujours remplacé les outils. Hein. Avant, on avait le Minitel qu'on a remplacé par le téléphone, qu'on a remplacé par l'ordinateur, qu'on a remplacé par Internet, par les smartphones. Mais au début, on avait la charrue et les bœufs qu'on a remplacé par le tracteur, qui a résolu un problème, c'était que c'était fatigant. Alors le tracteur, ça pollue. Maintenant, on a peut-être le tracteur électrique, etc., etc. Et pour l'innovation, il faut de l'investissement. Pour l'investissement, il faut du capitalisme. Encore une fois, le capitalisme, il y a des problèmes. Hein. C'est pas parfait. Hum, Mais ce que je dis, c'est pas parce qu'il y a des accidents de voiture qu'on va revenir à la charrette. La voiture, c'est pas parfait. Il y a des accidents, il y a des gens qui meurent, des gens qui se font écraser. C'est terrible. Et ben petit à petit, on améliore, on résout, on met la ceinture de sécurité, on met la limitation de vitesse, on met le code de la route. Et même avec ça, c'est pas parfait. Et c'est pareil avec le capitalisme. Il y a des dérives, il y a des grosses boîtes qui polluent sans se soucier de rien, qui sont un peu des salauds. On essaye de leur mettre des amendes, on essaye d'améliorer, et c'est pas parfait, mais voilà, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le hum. capitalisme, c'est quand même le On peut pas meilleur faire ça, système. hein. Voilà, il n'est pas parfait, mais c'est quand même le meilleur système, et notamment ça génère l'investissement, ça génère l'innovation, et ça résout quand même beaucoup de problèmes. Yes. Donc, on va rapidement aller sur les questions de fin. Je voulais, comme tu me parles aussi sur les boîtes que tu crées aux US, est-ce que tu utilises aussi ces véhicules que je vois plein de clubs utiliser là, les SPV? Je sais pas, tu peux nous en parler un petit peu? C'est quelque chose que Oui, tu... tout à fait. En fait, le SPV, ça veut dire Special Purpose Vehicle, et donc c'est un type de boîte, mais c'est pas enfin, très concrètement, ça reste des LLC, puisque tout à l'heure tu m'as mentionné ça. Mhm, Donc ça reste des mhm, LLC. Le SPV, c'est une LLC, donc une boîte qui est créée pour être une holding d'investissement. Voilà, tout simplement. mhm. Ok, parfait. Et t'as dit c'est combien de membres aujourd'hui, Léonis Léonis, on Investissement est Suisse à peu près? entre 350 et 400 membres aujourd'hui. Ok. Tu penses que
qu'est-ce que tu penses des plateformes d'invest comme Nalo ou Yomoni pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas encore prêt à rentrer sur Léonis? Est-ce qu'il peut aller sur ce type de plateforme? Est-ce que déjà, c'est des plateformes que toi, tu utilises à titre perso ou que tu regardes comme ça pour voir au moins ce qu'ils font? Alors, c'est marrant, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube vraiment il y a 2 semaines où je dis voilà comparatif entre Nalo et Yomoni, qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc pour voilà que vous pouvez aller voir, mais oui, c'est des plateformes qui sont très bien. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Tu peux pas investir dans les startups. C'est vraiment de l'investissement pur assurance vie classique. Voilà. Mais Mhm, effectivement, entre une assurance vie dans une banque avec beaucoup de frais et une assurance vie chez Nalo ou chez Yomoni, bah, c'est mieux. Il y a moins de frais. Voilà. Moi, je les utilise pas à titre perso parce que voilà, moi, je suis assez avancé dans la gestion de mon argent, de mon mhm. patrimoine, et donc euh, c'est pas des types d'investissements qui m'intéressent. Moi, je préfère des investissements plus dynamiques qui, à la fois, rapportent plus, bien sûr, sont plus risqués aussi. Voilà, donc moi, je les utilise pas, mais je les connais, j'en entends parler. Et je crois savoir que c'est des plateformes assez sérieuses. Voilà, donc bien sûr, je peux que les recommander si, voilà, pour les gens que ça intéresse. Yes. Euh, T'as dit que tu investis systématiquement dans toutes les boîtes du Club Deal. Ouais, il y a des trucs comme ça que tu sources des fois et toi, mais tu mets pas ton ticket à l'intérieur. Non, effectivement, dès que je propose une boîte aux membres du club Léonis, moi j'investis dedans à titre perso. C'est ma promesse envers eux, c'est mon engagement. C'est pour dire que on y va ensemble. Je mouille le maillot, comme on dit dans le foot. Mhm, Et donc c'est justement pour dire que bah, je propose pas de la quantité mais de la qualité, et que si je le propose, c'est que j'y crois. Et effectivement, il y a beaucoup de gens dans les startups, que ce soit des club deals, des sites d'investissement, etc., où les fondateurs ne font que proposer, mais eux n'investissent pas à titre perso. Donc je trouvais ça, ou ouais. même ton banquier, tu vas voir ton banquier, il te dit, bah voilà, prenez cette assurance vie, et tu lui dis, mais vous avez mis de l'argent dedans ou pas? Et ils n'ont pas mis d'argent dedans. Ils sont là pour te pousser des Mhm, produits. Et je voulais bien faire comprendre à mes membres que moi, j'étais pas là pour leur pousser un deal juste comme ça. Je leur propose un deal parce que moi, j'y crois. Et donc, pour leur prouver que j'y crois, ben, je mets mon argent. Voilà. yes. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, je voulais parler aussi de défiscalisation. Est-ce qu'il y a des possibilités de défiscalisation comme ça avec ces investissements en start-up? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ça pour diminuer Alors, peut-être son assiette globale fiscale ou je sais pas? ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, défiscaliser en investissant dans les startups, c'est possible, mais pas chez Léonis Investissement, puisque Léonis Investissement, on investit dans des startups aux États-Unis. Et donc, la défiscalisation dans les startups, c'est pour les startups européennes. Donc, nous, chez Ah, Léonis, on ne fait pas de défiscalisation. Si effectivement vous investissez dans des startups françaises ou européennes, vous aurez une défiscalisation. Moi, je préfère payer tous mes impôts, mais par contre, investir dans des boîtes qui ont un énorme potentiel, qui vont peut-être exploser et multiplier mon investissement par 100 ou par 1000, plutôt que d'économiser quelques centaines d'euros ou peut-être quelques milliers d'euros par an d'impôts, mais derrière d'investir dans des boîtes qui vont pas se développer aussi vite et qui vont pas se développer autant. Voilà. yes. Bien sûr, on note que tout ce qu'on a partagé au cours de cet épisode, c'est des expériences personnelles, c'est des points de vue personnels. Il n'y a pas de conseil d'investissement, donc c'est un secteur qui est hyper régulé. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais on parle de ce que nous on fait. Et puis, c'est à chacun de faire ses propres recherches et puis de prendre la décision d'investir ou de rejoindre un club deal comme Léonis ou pas, quoi. Mais on n'est pas Absolument. responsable. Donc, je suis obligé de mettre quand même Tu fais le bien. Ouais, disclaimer ouais, tu fais bien de le dire. au Effectivement, il cas faut le où. dire. On donne pas de conseils. Faites vos propres recherches. On est là pour, on échange on échange, mais on n'est pas en train de vous dire quoi faire. Ouais. Yes. Donc, écoute, Gabriel, je te remercie pour ton temps, pour tout ce partage. Peut-être une dernière question sur toi aujourd'hui. C'est quoi, quelle vision est-ce que toi tu as du patrimoine à titre personnel? En tout cas, ce que tu peux partager Bien sûr. à titre personnel. Ah oui, alors là, on sort des startups, mais c'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Euh, alors, pour moi, un patrimoine personnel, il doit être composé de 5 choses. Il y a 5 choses clés, 5 grandes familles d'investissement. Donc, d'abord les startups, bien sûr, c'est ce que je préfère, c'est mon métier. Les startups, c'est assez unique
parce que tu peux gagner énormément. T'attends longtemps, t'attends 5 à 7 ans, mais si tu investis 2000 euros et que tu multiplies ton investissement par 1000, comme ça arrive régulièrement dans la Silicon Valley, et ben tout d'un coup, les 2000 euros deviennent 2 millions d'euros. Donc là, ça change, ça explose complètement ton patrimoine. Donc les startups. Ensuite, en deuxième, on va commencer par les moins courants. En deuxième, je crois beaucoup qu'il faut investir en bourse. Alors c'est pas très répandu en France, mais je crois beaucoup à la bourse. Moi, j'investis surtout aux États-Unis et voilà, je trouve que la bourse c'est un vecteur d'enrichissement énorme. Hein. Si on regarde le S&P 500, c'est 8,5% par an en moyenne depuis plus de 150 ans. Et la différence avec, par exemple, l'immobilier, dont je vais parler juste après, c'est que quand on investit dans une entreprise, eh ben, elle a des clients, elle fait de la croissance, elle a du chiffre d'affaires. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour travailler, pour créer de la valeur. Et donc, les entreprises, elles créent beaucoup de valeur sur le long terme. Et donc, quand on investit en bourse, on détient des petites parts de grosses sociétés. Et je trouve ça extrêmement important. Donc, start-up, bourse. Donc, le troisième, je le mentionnais à l'instant, c'est l'immobilier. Bien sûr, là, c'est un peu plus classique, mais il faut faire de l'immobilier, notamment parce que c'est la banque qui te donne l'argent pour investir. Donc, il faut faire le plus d'immobilier possible avec le plus de levier possible auprès des banques. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est les crypto-monnaies. Évidemment, je crois beaucoup aux crypto-monnaies. Et donc, c'est important d'en avoir un petit peu dans un portefeuille diversifié d'investisseurs. Par exemple, du Bitcoin, de l'Ethereum. D'autres, pourquoi pas, mais au moins d'avoir un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum, c'est important, je pense. Pas à 50% de son portefeuille, évidemment. Donc Yes. ça, c'est les 4 premières. Startup, bourse, immobilier, crypto-monnaie. Et puis pour moi, dans un patrimoine personnel, il faut avoir un business. C'est pas un investissement, c'est un investissement en temps. Mais pour moi, c'est important d'avoir un business, quel qu'il soit, même un petit business, même si on n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça peut être un tout petit truc, j'en sais rien, faire des Scooby-Doo et les vendre sur Etsy, n'importe quoi, mais avoir un petit business, c'est un complément de revenu, c'est la meilleure opportunité d'apprentissage. On apprend en faisant, quel que soit voilà, quoi qu'on fasse. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important d'avoir un business, même si on est salarié, d'avoir un tout petit truc dont on s'occupe un peu le soir, le week-end. Et ça peut permettre de faire grossir son patrimoine. Encore une fois, c'est des revenus automatisés. On peut éventuellement le vendre. On peut éventuellement investir l'argent qu'on gagne avec son business. Donc, ça nous donne plus de moyens pour investir. Voilà. Donc, les 5 grands piliers: startup, bourse, immobilier, crypto et avoir un business. Nice. Je te remercie, Gabriel. C'était assez dense. On a appris plein de belles choses. Et puis, merci aussi pour ta transparence parce que tu as partagé plein de petits offs là. Avec Et plaisir. pour ceux qui, justement, sont intéressés, on va mettre tous les liens mentionnés pendant l'épisode en description, que ce soit le site internet pour Léonis Investissement et Léonis. Pourquoi Léonis, c'est quoi ce nom ça vient. Il y a pas vraiment d'histoire. Je cherchais un Le con, nom. il pose la question sur le nom à la fin. Non, il y a pas. Ouais, il y a pas vraiment d'histoire. Je cherchais un nom. C'est même pas moi qui l'ai trouvé. C'est une copine qui m'a dit tiens Léonis, et je trouvais ça sympa. J'ai dit oui. Voilà. Il y a pas de voilà. Je voulais un truc en rapport avec le lion. J'aime bien le lion comme animal. Je trouve ça sympa pour l'investissement. Ça fait un peu je sais pas quoi majestueux et tout. Bon. Mais bon c'est pas très réfléchi. J'ai fait un peu au hasard. Voilà. Donc il y a pas d'histoire particulière. Nice. Donc, on va mettre tous les liens en Voilà. description. Je te remercie encore pour ton temps et puis j'ai hâte qu'on se rencontre bientôt et qu'on puisse faire un follow-up plutôt en présentiel quoi, la Ouais, prochaine fois sur Paris. avec plaisir. Merci beaucoup. C'était super de passer ce moment avec toi. Vous n'hésitez pas donc le plus simple pour entre guillemets suivre, c'est la chaîne YouTube. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, c'est avec plaisir. Et puis le livre, il y a le lien du coup en description. Donc si vous voulez aller plus loin. Merci Guy. Yes. À très vite. Ciao. Ciao ciao.